Ils sont partis dans les couloirs du temps. Salut tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro des couloirs du catch avec mon ami Messaya. Messaya, aujourd'hui, comment tu vas? Ça va très bien, toi, Thomas? Super, parce que les dernières émissions qu'on a faites, quand même, vous nous entendez mourir 3 fois en direct. Là, ça va, on est mieux. La santé est pas parfaite, mais ça va un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. En plus, je suis content de te retrouver parce que ça fait 15 jours qu'on n'avait pas tourné d'émission. Ça me manquait, je te cache pas que ça me manquait Moi beaucoup. aussi. Surtout que les retours et les abonnés continuent de grimper. Donc c'est génial. Je peux que vous encourager à continuer à nous donner de la force. Les abonnements, les j'aime. Et n'oublie pas de mettre la cloche. Voilà. Donc petite nouveauté, il va y avoir des shorts, un par jour. Alors ceux qui sont déjà abonnés, ça vous intéressera moins parce que souvent les abonnés regardent nos vidéos complètement. Mais les shorts, ça a permis de redonner vie à des vidéos que YouTube a un petit peu enterrées. Kane par exemple, YouTube l'a proposé très peu et grâce aux shorts, elle est repartie et elle repart même au-delà de nos espérances. Donc c'est important de continuer comme ça. En fait, c'est un peu la méta YouTube, les amis. Donc les shorts nous permettent en fait de faire vivre la chaîne continuellement. Voilà, c'est ça. Et on a besoin parce que on est sur. Il faut bien se dire que quand on s'est lancé avec Messaya, on va prendre 2-3 minutes avant de se lancer vraiment sur l'émission. Quand on s'est lancé avec toi, on pensait qu'on aurait 15 abonnés. Aujourd'hui, on en a le triple. Les vidéos sont vues quasiment plus de 40 heures, 45 heures dès le premier jour pour les dernières vidéos, ce qui est énorme. Vous nous faites plaisir parce qu'on voit que nos vidéos intéressent et vous les regardez jusqu'au bout. Ouais, voilà, elles sont attendues. Encore une dernière chose, il y a 40% des gens qui regardent nos vidéos complètement qui ne sont pas abonnés, donc faites l'effort. On aimerait bien passer les 50 abonnés. Pour nous, ce sera un premier cap. Donc on compte sur vous pour nous donner de la force. On sabrera le champomis à ce niveau-là. Mais Ouais, mais je me dis peut-être que si on a beaucoup d'abonnés, on sera peut-être invité pour le Clash in Paris. ouais. J'ai du mal à y croire. Hein, Ouais, je rêve aussi, mais c'est tellement beau de rêver. Parce qu'en même temps, tout ce qu'on met dans la tête à Triple H, s'il tombe sur nos vidéos... Ouais, d'ailleurs, prochaine émission, on attaque le gros du morceau, les amis. dernier épisode de la saison 1, Triple H, je pense que ça risque d'être costaud. C'est pour ça que, alors, après, j'arrête, juste, l'émission sur Kane a très bien marché, mais je trouve que 2h30 sur un catcheur, c'est un peu long. Je sais pas ce que t'en penses, Messaya. Un poil long. Moi, je sais que moi, je fais partie des consommateurs de YouTube qui adorent les vidéos qui dépassent des 2 heures, des trucs comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et l'écoutant plusieurs fois, des fois, c'est compliqué parce qu'on perd le fil. Voilà, ce que je te propose, c'est que sur des gros catcheurs comme ça, on fasse en 2 parties. Ouais. On se donne, comme Goldberg, je trouve que 1h50 pour un gros catcheur, si vraiment on a beaucoup de choses à dire, c'est bien. Si après, je vois qu'on dépasse les 2 heures ou les 2h30, je préfère qu'on coupe en 2. Je pense que c'est plus audible. Voilà. Et pour notre climax de saison 1, Triple H, il y a tellement à dire parce qu'on vous tease depuis longtemps. Ah, Même Triple si H, on en a déjà un peu parlé, on reviendra sur certains faits. On coupera sa carrière justement en plusieurs morceaux pour que la vidéo soit en 2 parties. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, on se lance sur une vidéo. On avait Kane qui était énorme, Triple H qui va être énorme. J'avais envie de faire un catcheur un peu moins main eventer, si tu me permets l'expression. À la WWE, il a jamais été. Donc c'est Matt Hardy, vous l'avez vu dans les miniatures, vous l'avez vu, voilà, c'est Matt Hardy. Alors Matt Hardy, pourquoi Matt Hardy? Parce qu'il y a énormément de vidéos sur Jeff. Oui, parce que j'en avais déjà parlé dans une émission, c'est que la génération NT1, leur héros d'enfance, c'est Jeff Hardy. Donc du coup, on en a beaucoup parlé. Alors que Matt Hardy, déjà c'est le cerveau, et que ce mec-là, il est tellement sous-estimé dans son côté créatif. Ouais, j'avais toute sa carrière, et pareil, il a une sacrée longévité parce qu'il est encore là aujourd'hui. Je sais pas encore le nom que je vais donner à l'émission, vous le verrez en la cliquant dessus, mais le potentiel créatif de Matt Hardy comme titre d'émission me hype beaucoup. Je sais pas si je vais choisir celui-là, mais c'est le truc le plus important qu'en fait de ce mec-là. C'est vrai que, alors, je suis content de parler de lui. Et ce que je te propose, par contre, c'est de dire tout de suite, c'est que les Hardy Boys, on va en parler un tout petit peu, parce qu'on peut pas faire Matt Hardy sans parler des Hardy Boys. Mais on va passer très vite. Mais voilà, en détail. Parce que je préfère nous garder ça pour un prochain numéro avec vraiment les Hardy Boys, parce que c'est une équipe mythique, voire même top 5, top 3. J'aime bien un peu parler top 5, je dirais. Top 5, ouais, on est quand même sur quelque chose d'énorme. Ce que je te propose, on commence sur sa jeunesse. Je fais un petit sommaire. Sa jeunesse. On enchaîne sur les Hardy Boys. Et ensuite, on part sur lui en solo parce il a plusieurs carrières dans sa carrière. C'est ça, en fait, ça fait partie, après, je te laisse attaquer sur la jeunesse. C'est bien. C'est que ce mec-là, on parle toujours des catcheurs qui sont capables de se réinventer dans le temps. Et en fait, on sait toujours plus ou moins les mêmes. Il y a Chris Jericho, même si en ce moment, on en avait déjà parlé. T'en as parlé, ouais. Il y a l'Undertaker. Il y a pas mal de gars comme ça, mais qu'on cite tout le temps les mêmes. Et on oublie Matt Hardy. Parce que Matt Hardy a eu beaucoup de gimmicks. On y reviendra. Mais en fait, quand on regarde au niveau créatif, même si c'était du mid-card à la WWE,
plus tard, il a eu du main event à la TNA et tout ça. Ça a toujours marché et le mec, ses idées viennent de lui, je précise. Oui. C'est vraiment ses idées viennent de lui. Il avait la chance de pouvoir quand même laisser passer ce qu'il voulait dans sa tête, malgré les scripts et tout ça. Mais par contre, je spoil un peu, c'est que ce mec-là, on lui a jamais fait confiance. De toute façon, tu vas le dire plusieurs fois dans l'émission, je pense. Oui. On va y revenir. Donc, Matthew Moore Hardy, il est né le 23 septembre 1974 en Caroline du Nord. Oui. Caroline du Nord, c'est aussi Ric Flair ou c'est Caroline du Sud, Ric Flair Là, c'est Caroline du Sud. Caroline- Non, c'est Caroline du Nord. Caroline du Nord c'est aussi. dans le sud, les deux, ouais. Et tu vois que Matt Hardy, ça m'a fait bizarre parce qu'il a 50 ans et ça m'a mis un petit coup de vieux. Ah bah oui, hein. Parce que Oui, hein. on vieillit, voilà, on prend de l'âge. C'était dans sa jeunesse, il a fait du basket et du foot américain à l'école, mais jamais Du pareil. baseball aussi, je crois. Ça, j'ai pas vu, mais j'ai vu, bon, il a touché un peu à tous les sports US, mais jamais été un prospect. Lui, ça a toujours été un grand fan de catch. Fan de Sting, du Warrior et de Shawn Michaels. Bah, comment ça s'appelle, il se réfugiait dans le catch parce qu'il a eu un drame très jeune. Et une perte d'un de ses parents. Oui, c'est ça. Matt et Jeff ont perdu leur mère à 12 ans. il me Ouais, semble. je crois. Ou leur père à 12 ans. Et du coup, il passait beaucoup de temps les après-midi justement à regarder les shows de catch. Et je pense que finalement, peut-être ce traumatisme juvénile, je parle bien, hein, ce traumatisme juvénile a peut-être aussi, ça explique peut-être certains démons des deux frères, Des deux frères, ouais. je pense. Alors du coup, il a créé une fédération avec son frère, parce que là, la jeunesse, c'est toi aussi qui vas en parler, tu voulais en parler. Oui. C'était la Omega. Avant la Omega, c'était la trampoline wrestling. J'ai plus le nom exact de leur fédération, mais ils avaient fait une fédération Ouais. de trampoline quand ils Ouais, étaient tout jeunes. on peut retrouver des images On d'ailleurs. peut retrouver des images. Alors du coup, j'ai ma petite anecdote Ouais. et mon petit truc. C'est à l'époque de la génération NT1, on a eu une explosion des magazines de catch. On avait même le magazine officiel WWE qui paraissait le tabac, tout ça. Et un jour, je tombe sur un magazine, je ne sais plus le nom du magazine. Il y avait un DVD dedans et c'était le magazine était sur Jeff et Matt et il y avait des images de leur fédération de trampoline. Donc du coup, il y avait un match et une promo. Et en fait, donc du coup, ils catchaient sur les trampolines, ils étaient très jeunes, hein, 14, 15, Ah, ils étaient tout jeunes, hein. Ouais, 14 et 16 ans, un truc comme ça. Et c'est là où c'est impressionnant, c'est, je vous conseille de voir des images, parce que les images se retrouvent, c'est le physique de Matt Hardy. Déjà, à 16 ans, il est jacked. Vraiment pour un petit gabarit, parce qu'après, il fait pas partie des grands catcheurs physiquement, mais très musclé et tout, il se mettait vraiment à fond, parce qu'il était tellement passionné. Jeff Hardy avait toujours resté plus ou moins frêle, alors que lui, il a eu une période quand il était jeune où il était vraiment très très musclé, quoi. Plus carré. Plus carré. Et même justement dans ce DVD, il y avait dans la promo, en fait, il faut une promo à la salle de sport. D'accord. Et on les voit s'entraîner, comme maintenant on pourrait dire des vidéos comment ça s'appelle, de go muscu, quoi. Ouais. Donc c'est très très intéressant à voir. Et c'est là où il avait un nom, le nom de leur équipe. J'ai plus le nom de lui, j'ai plus le nom exact, je sais que c'était Voltage. Oui, The High Voltage. Et en fait, leur nom d'équipe, c'est High Voltage. Et en fait, ils avaient tellement envie de catcher qu'ils ont envoyé justement leur vidéo de leur promotion de trampoline à la WCW. D'accord. Et en fait, la WCW, ils ont laissé tomber, ça les intéressait pas. Mais par contre, ces petits salopards de la WCW, ils ont piqué le nom de leur équipe pour le donner à deux catcheurs oubliés. Parce que si je vous parle de Johnny Rage et Kenny Chaos, je pense qu'on doit être de 2%. Et toi qui les connais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une équipe, encore une fois, désolé, je dérive un peu, je digresse. Vas-y. C'est que cette fameuse équipe, la High Voltage, donc déjà, ils ont piqué les noms de gamins de 16 piges pour mettre un nom à la télé. Peut-être même pas 16 piges, Ouais, vraiment de jeunes. Voilà, déjà, ça c'est grave. Et ces deux mecs-là, c'est dans le partenariat avec la New Japan, la WCW, où il y a eu la NW au Japon, tout ça. Donc la New Japan a envoyé des Masahiro Chono, donc des énormes légendes de New Japan. Eux, ils leur avaient envoyé à High Voltage. Ouais, des catcheurs, des nobody. Des nobody, quoi. Des mecs, le seul gros nom, et il a été plus gros nom au Japon qu'on va dire qu'aux États-Unis, c'était Scott Norton. Que j'avais oublié de citer quand on parlait des gros champions IWGP. D'accord. Voilà. Qui est l'un des premiers Gaijin à l'avoir été. Moi, je sais que, de toute façon, ils ont toujours baigné dans le catch. Toujours. Entraîné par, alors là, on revient sur Matt Hardy, entraîné par Dory Funk Jr. Oui, mais pas tout de suite. Non. Parce que, comme tu disais, ils ont commencé à faire des tafs de jobber à la WWF. Justement, on va aller voir les images, j'ai l'impression vraiment, je crois que Jeff Hardy avait menti sur son âge parce qu'il devait pas être majeur. Ouais. On le voit même durant un Superstar, il se fait dégommer par Scott Hall. Bah, de toute façon, Jeff, il a le premier match de Rob Van Dam en 97. Aussi. On en a parlé dans l'émission sur Rob Van Dam, C'est ça. où Jeff, t'as l'impression que c'est un gamin. Ouais, c'est ça. Et vraiment, des fois, ils affrontaient des gros noms en tant que jobber. Et en fait, durant cette période-là, ils ont créé la Omega, justement. Matt Hardy a créé la Omega, ce qui leur permettait vraiment de catcher. Et ils faisaient tout en plus, hein.
Vraiment, les mecs étaient des bourreaux de travail. Mais Ils montaient le ring. c'était une fédération entre guillemets. C'était pas eux qui jouaient dans leur jardin là. On n'est plus dans la fédération Ah des non, non, trampolines. non, non, vraiment, c'est On vraiment. reçoit du Caroline du Nord, public, voilà. on catch, on. C'est ça, ils étaient connus en Caroline du Nord, dans leur village et dans leur ville et tout ça. Ils ont réussi à être un peu influents parce qu'ils ont catché sur le circuit indépendant. Et en fait, mais c'est vraiment du indépendant underground, quoi. C'est vraiment très, très, très petite fédération. Parce que vraiment, les gars, ils avaient pas des mecs pour monter les rings et tout ça, c'était eux qui le faisaient, Ouais. qui démontaient tout. Ils faisaient les tenues de leurs catcheurs. Les 2-3 catcheurs qui venaient, c'est eux qui faisaient leurs tenues, qui faisaient le storyline, ils faisaient tout. Donc vraiment, les mecs, des bourreaux de travail, quoi. En plus d'aller faire des tafs de jobbers à la WWF. Oui, mais de toute façon, ils avaient des noms connus avec eux, à la Omega. Parce que moi, j'ai vu, en faisant mes recherches, qu'il y avait Shannon Moore. On en reparlera de c'est Shannon Moore. l'un de leurs grands amis. On en a déjà parlé dans l'émission des mid-carders, mais Shannon Moore, il est important dans la Matitude, c'est C'est ça? la attitude, ouais. Voilà, excusez-moi, moi, l'accent anglais, c'est une catastrophe. Et j'ai vu, Shane Helms. Chez Nels, bah, c'est comme j'en ai aussi parlé dans les vidéos, je te dis que c'est un de leurs grands amis. Donc, Et puis, Lita. Ouais. Et Lita qui est un fil rouge aussi de la vie, carrément de la vie Oui. de Matt. on va dire, j'en parlerai vite fait pour amener justement le Matardilita, comment ce sera, on va dire, dans le petit art incartade des Hardy Boys, je suis obligé d'en parler vite. Donc, on y reviendra. Ok. Et pour revenir, du coup, à Dory Funk, en fait, c'est quand ils ont été embauchés par la WWF, donc, du coup, il a dû fermer sa fédération, parce qu'il ne pouvait plus, il était assez de contrat, et on les a envoyés dans l'école de catch de Dory Funk, qui est une des énormes légendes, les frères Funk, que ce soit Terry ou Dory, c'est des catcheurs exceptionnels, quoi. Terry qui est décédé il y a pas très 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 longtemps, je crois. Ouais, il y a 2 ou 3 ans, ouais. Et qui était victime de démence parce que gros catcheur hardcore. Ah oui, c'est la légende du hardcore, quoi. C'est lui et Mick Foley, quoi. De toute façon, c'est le mentor de Mick Foley. Sa classe. Sa classe et leur équipe dans les années 80, déjà c'était les main eventers et ils font partie aussi, encore une fois, désolé de revenir sur le Japon, les premiers gros gaijin qui ont fonctionné à la All Là, Japan. tu parles des Funk. Des frères Funk. Des frères Funk. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y a la Omega, ils sont jobbers à la WWE. Et moi, j'ai vu qu'en 98, ils signent un vrai contrat en tant que catcheur C'est ça. à plein temps à la WWE. À plein temps, donc du coup, on décide de les laisser en équipe. On les fait pas commencer en solo. Et en fait, justement, c'est une équipe un peu lambda moins, mais les officiels sentaient déjà un potentiel de toucher justement les jeunes, Ouais. de toucher les ados, les machins comme ça, parce qu'ils ont un style très ado, 90s. J'allais dire un peu la musique punk, enfin le groupe de punk rock qu'on a eu à la fin des années 90. On y reviendra plus tard, mais ils ont surfé aussi, par exemple, sur la popularité de Jackass, vu ce qu'ils faisaient dans leur match, Bien sûr. et au niveau de leur, comme tu dis, punk, skater. Ah bah moi je vois skater. pour les vieux de la veille comme nous, moi je vois Sum 41 par exemple. Oui, tu vois. exactement. Blink 182, The Offspring. La vie, Je vois vraiment ce style dans les vêtements, dans les choses comme ça avec les Hardy Boys. Ouais, carrément. Alors là, ce que je te propose, c'est que tu parles un peu des Hardy Boys, vraiment pour expliquer un peu qu'est-ce que c'était comme équipe et aussi où on en est quand il commence sa carrière solo, Matt Hardy. Exactement. Donc du coup, comme je dis, je vais pas rentrer dans les détails, on en parlera beaucoup plus en détail dans une future émission peut-être. Ouais, je pense. Et donc quand ils commencent, au début, parce qu'ils sont très nuls au micro. On voit qu'ils sont très bons dans le ring, mais ils sont un peu nuls au micro. Et vraiment, ils ont la gimmick où ils ont ça s'appelle leur haut en résil, là. Oui. C'est leur haut moulant en résil, les brassards que Jeff Hardy gardera toute sa carrière. Des brassards au bras un peu troués, tout ça. Bah, et en fait, on décide, c'est bizarre de faire ça, mais on leur met une légende du catch tag team en tant que manager. Parce qu'ils ne savent pas, ils étaient nuls au micro. Ils mettent Michael Hayes, qui a été longtemps booker de SmackDown, tout ça. Ouais, ça me parle le nom. Tu vois à quoi il ressemble. Ouais. C'était Doc Hendricks durant l'ère Attitude, c'est celui qui fait la promo à Steve Austin. Pour te resituer du bonhomme. C'est le mec avec la longue chevelure blonde et le bouc brun, là, comme ça. C'est lui qui aidait Steve Austin pour ses promos? Non, c'est lui qui a interviewé Steve Austin durant le Free 16. D'accord. Voilà. Mais ce mec-là, en fait, c'est une légende du catch tag team. Il faisait partie des Freebirds. Oui. Que après, plus tard, c'est eux qui ont inventé la Freebird Rule, où ils étaient 3. Oui, ils tournaient, les 3 étaient champions, en fait. C'est ce qui a repopularisé le New Day, par exemple. Voilà, c'est ça. Où t'es champion à 3, et puis c'est toi qui vas catcher avec lui, puis la semaine d'après, c'est l'autre avec un autre. C'est ça. C'est ton équipe qui est championne, quoi. Eux, ils faisaient partie ils étaient dans la fédération, la World Class. La fédération des Van Erich. Bah, j'ai regardé un peu de match de la World Class Championship Wrestling. Ouais. C'est intéressant de voir justement, c'est incroyable. La fédération des Van Erich, c'était popularité de ces mecs-là. Les Van Erich. Et les Freebirds, c'était leur ennemi juré. Oui. C'était les Géorgiens qui envahissaient le Texas. Oui, d'ailleurs, il a fallu avoir des émeutes
Ah, plusieurs fois, oui. Il a fallu appeler les policiers, Ouais. les flics pour faire sortir. Sur Michael Hayes, Terry Gordy et désolé, j'ai plus le nom du troisième. Parce que c'était vraiment la guerre. La guerre, ouais, c'est ça. Ah, c'était les années 80, 70-80, c'est différent. Oui, puis il y avait pas de cassage de kayfabe à l'époque. Non. On pensait que tout était réel. C'était protégé. On continue parce que si on dégrade continue, autant. donc, du coup, déjà, c'est une association bizarre parce que même si c'était un légende du catch, comme ça s'appelle Tag Team, en fait, ils connaissent pas du tout leur style parce qu'en plus, ils s'habillaient comme eux. Et en fait, de voir un mec de 45 piges habillé comme eux, ça devient un peu ridicule, quoi. Et en fait, ils ont très vite été associés à Gangrel. On crée le New Brood. Donc là, c'est après, quand il y a Edge et Christian s'en vont, En fait, c'est ça. on met avec Gangrel. Edge et Christian veulent se libérer du vampire. Et en fait, il les trahit et il s'allie avec les Hardy Boys. Et c'est là où commence la grande rivalité entre Edge et Christian et Hardy Boys. Ça commence déjà là, en fait. Et ils vont très vite être séparés de Gangrel parce que, comme on le dit souvent, les équipes où on rajoute New, qui ont déjà existé, c'est de la merde. À part le New Day, mais On a dit ça rentre pas dans la catégorie parce qu'il n'y a pas d'équipe qui s'appelle Day. Voilà. Et donc ça amène très vite à ce match mythique que je vous conseille d'aller encore regarder aujourd'hui parce que ça a posé toutes les bases des spot fest, des spot monkeys comme dirait Jim Cornette, où le selling et le storytelling, on met ça de côté, on va en mettre plein les yeux aux gens. C'est le premier match par équipe à l'échelle de WWE. D'accord. Donc C'est eux qui ont le premier. C'est eux qui ont le premier. C'est un No Mercy 99. Donc c'est Edge et Christian contre les Hardy Boys. Et il n'y a pas de titre en jeu. Quand je vais te dire cette stipulation, on est bien dans les ratitudes. Hein. On est bien dans le Rousseau. Hein. Donc il n'y a pas de titre. Il n'y a même pas de titre. Donc c'est pourquoi C'est pour gagner les services de manager de Terry Runnels. Terry Runnels, c'est L'ex-femme de Dustin Rhodes. D'accord, oui, ok. Et qui a été Marlène. Oui, d'accord. Avec Ok. Goldust. Oui, donc la condition féminine. Encore une fois, et donc du coup en fait c'était gagner un contrat pour qu'elle soit ton manager. D'accord. C'est vraiment de la merde. Hein. Et donc le match est exceptionnel, des trucs que les gens ont jamais vus, c'est la première fois. On y reviendra peut-être pas dans cette émission mais plus tard, mais on voit déjà le coup de la bascule qui a détruit le visage de Joey Mercury. Oui, voilà. Oui, Il le faisait déjà à ce moment-là. Ça, je vous conseille d'aller voir. Blessure de Joey Sauf Mercury. si vous êtes sensible, parce Ça, que c'est franchement, j'ai du mal à le regarder. Hein. Mais je sais que par exemple, je te coupe 2 secondes, mais je sais que les matchs qu'ils font plus tard par équipe avec les Dudley Boys en plus, Oui. C'est très violent quand même. C'est trop violent. Oui. C'est trop violent. C'est Est-ce pas que très, c'est trop. Est-ce que là, No Mercy, on est déjà sur quelque chose de trop violent? Ça commence. Ça commence. C'est le match est moins abusé Spotfest que ce qui va venir ensuite, mais ça commence déjà où les gars prennent vraiment des sacrés risques. Ah ouais. Bon, de toute façon, on les voit quand on a vu leurs conditions, que la moitié ont dû arrêter leur carrière et que par miracle ils sont revenus. Hein. On parle de Edge et de Christian. Par Edge et exemple. Christian, ouais. Mais les Hardy Boys, quand on voit comment il marche et qu'il a la hanche qui fusionne avec le bassin. Oui, ça c'est une petite anecdote qu'on avait lue il y a déjà quelques années. Ouais, quelques années, voilà. Maintenant, ça va un peu mieux, parce qu'il se prend soin de lui, mais c'est compliqué, hein, vu ce qu'il prenait. Bah, déjà, quand on fait des leg drops de la 3e corde, en fait, c'est pas une bonne idée. Déjà de base. Et du coup, après, quand on commence à aller faire du haut de l'échelle, et ensuite du haut de la cage, et du haut de ce que tu veux, voilà. Moi, Jeff Hardy, je sais même pas comment il marche aujourd'hui. Ah, c'est vrai que c'est les mecs, mais tu Voilà. comprends pourquoi aussi, il y a peut-être un peu aussi d'accro à la drogue et au painkiller, parce que les mecs avec ce qu'ils se sont fait. Détruits. Là, on fait une petite dégression, on est même un petit peu plus longtemps sur ce que je pensais par rapport à Hardy Boy, mais on est obligé. Bon, le reste, je vais aller très vite. Qui gagne? Terry Runnels. Les Hardy Boys. Les Hardy Boys. Alors, c'est très bizarre que c'est eux qui les font gagner, parce qu'en fait, quand on regarde la suite, donc, le match à échelle de WrestleMania 16, avec les Hardy Boys, les Edge et Christian, les Dudley Boys, TLC à SummerSlam, TLC 2 à WrestleMania Ça, 17. c'est violent as fuck. Voilà, on va faire un petit point dessus, surtout sur WrestleMania 17. C'est Edge et Christian qui gagnent les 3. C'est vraiment les heels salopards qui gagnent à la fin. Mais là, ils ont donné la victoire aux Hardy Boys. Ils ont continué leur rivalité, ils ont commencé à toucher un peu le titre, tout ça. Vraiment, ils ont commencé à vraiment monter en mid-card. Et en fait, on se dit, Thierry Runnels, c'est très court. Hein. On se dit, il leur faut un manager, un truc qui fasse tilter les jeunes. Et c'est là où on se dit, on va les associer avec Lita. Donc Lita était déjà dans le roster, Lita vient de la ECW. Elle a une bonne carrière à la ECW, c'est là où elle a été découverte. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de Kane. Moi, c'était un de mes fantasmes, Lita, hein, je le redis. Parce qu'elle a un charisme de fou. On peut pas l'enlever, hein. Vraiment. De toute façon, en un an ou deux, elle a déjà une vidéo sur elle à la WWE. Ouais, c'est à ça. l'époque. Et en fait, elle a commencé, elle, en tant que manager d'Esarios, un catcheur mexicain. À la ECW? Non, à la WWE. À la WWE, quand elle était signée, on l'a mis avec ce mec-là. Et en fait, le truc, c'est qu'elle intervenait dans les matchs. Et comme c'est une très bonne
elle était pas encore au niveau qu'elle lui eu plus tard, mais comme elle avait déjà des très bonnes bases de catch. Et en fait, elle faisait des trucs tellement flashy qu'en fait, les gens, ils avaient rien à foutre des sérieux, c'est voulaient voir Lita. Ils voulaient voir Lita mettre des moonsaults et mettre des Hurricane Rana. Et on s'est dit, mais attendez, on a deux gars un peu survoltés, ils se connaissent. Si on décidait de les mettre ensemble, et là, c'est le début de la team Extreme. Et parce qu'ils se connaissent, parce qu'on le parle tout à l'heure, parce qu'ils ont été à la Omega. Ils ont été à l'Omega, voilà. Et puis, ils se connaissaient depuis des Voilà. années. Et du coup, ils créent comme j'ai dit, la team Extreme. Et là, les amis, c'est là où, pour ça, on dit que c'est aussi une des plus grandes équipes. C'est pas on parle pas que de catch. On parle pas que de in-ring, parce que ça, ils rentrent dedans, il y a pas de souci. On parle aussi du pognon généré par ces mecs-là. Ouais. Parce que, à cette époque, les trois, entre Jeff Hardy, Matt Hardy qui touchait, Jeff Hardy qui touchait beaucoup les femmes, Matt Hardy un peu moins, parce que Matt Hardy, il a un faciès. Il est moins beau. Il est moins beau physiquement. Et Lita qui touchait tous les jeunes mâles, ça cartonnait. Vous pouvez regarder quand ils vont dans les matchs et quand ils font les caméras sur le public, vous pouvez regarder le nombre de gars qui ont des brassards comme les Hardy Boys et machin comme ça. C'était des gros vendeurs durant C'est bien que tu parles de ça, parce que Triple H, il aura eu une phrase un peu plus tard. Je la dirai en temps voulu. Hein. Ouais. C'est ma petite anecdote que je placerai. Finalement, oui, c'est faux. Ils étaient vendeurs. Ils étaient vendeurs. Et on y reviendra, parce que j'ai envie d'en parler vite fait justement avec Triple H. Donc il y a eu WrestleMania 17, au TLC exceptionnel, et au niveau de la violence où là ils ont tout pété quoi. Ouais, celui-là alors. En plus c'est même pas un match 2 contre 2 contre 2. Techniquement officiellement c'est un 2 contre 2 contre 2, mais officiellement c'est un 3 contre 3 contre 3 parce que il y a Rhino qui vient aider Edge et Christian. Il y a Spike Dudley qui vient aider les Dudley Boys et Lita qui vient aider. Et puis il y en a, si tu me permets, les Dudley Boys, c'est les tables. Les Edge et Christian, c'est les chaises avec les concertos. Exactement. Et les deux autres, c'est les échelles. Les trois autres, c'est ça. C'était les spécialistes de ça et c'est pour ça qu'ils ont ramené le TLC dans l'idée parce qu'ils voyaient comment les mecs utilisaient les objets. Mais dans ce match-là, justement, on va faire un petit truc sur Lita. Le coup de chaise qu'elle m'a Spike Dudley, les enfants. C'est là où je vous dis, les commotions cérébrales à l'époque, bah non, ils work, tu vois, ils vendent. Tu vois, c'est parce que je paraphrase à quelqu'un. Mais voilà, c'était les mecs. Pire, il est reconnu comme ça. Il est détesté, par exemple, par Batista et Orton. C'est Bubba Ray Dudley qui était complètement fralé et qui mettait des vrais coups de chaîne. Oui, il en avait rien à foutre. Lui, hein. Alors lui, il se faisait plaisir. Hein. Quand on le voyait avec ses yeux vitreux, là, quand il pétait les plombs après avoir passé des gens à travers les tables, je pense que le mec ne jouait pas. Il a passé Mae Young. Il a passé 2 fois. Une fois de la 3e corde sur une table dans le ring et une fois du stage jusqu'à 6 mètres par terre. Hein. Il craque la vieille. Ah ouais, voilà, c'est du craquer pas une biscotte. Hein. Et sentir la naphtaline. Hein. T'es con. Non mais du coup, ces matchs-là, surtout celui de WrestleMania, tu conseilles aux gens d'aller le voir ou c'est vraiment très violent? Non, je conseille vraiment d'aller le voir parce que ça fait partie de l'histoire du catch. Mais c'est des matchs qu'il ne faut plus refaire comme ça. Ouais. Au niveau des chutes à la tête surtout. En fait, des chutes dans la tête, les comment on dit, les coups de chaise, des trucs comme ça. Après que les mecs savent tomber et qui sont un peu cascadeurs, ils font ce qu'ils veulent après. Mais il faut éviter les trucs, c'est surtout certains impacts où tu vois que ça détruit les corps. Ouais. Et je fais une petite anecdote. Vas-y. Deux mecs que t'aimes bien, de Kevin Owens et de Sami Zayn. Donc on parle de la Ring of Honor, là. Donc quand ils étaient Kevin Steen et El Generico. Avant d'être à la WWE. Avant d'être à la WWE. Et on va parler d'une autre équipe légendaire, RIP, parce que l'un des frères est mort, c'est les frères Briscoe. D'accord, ouais. Et Jay Briscoe et Mark Briscoe. Oui. Qui sont qui étaient exceptionnels et que Mark Briscoe, encore actuellement à l'EW, il est exceptionnel. Et en fait, c'est des mecs-là qui ont popularisé les Ladder Wars. Donc en fait, ils se sont inspirés des Hardy Boys, de ces matchs-là, de ces TLC, tout ça, et en fait, ils ont même le booker de la Ring of Honor à l'époque, Gabe Sapolsky, qui est un disciple de Polyman, a dit, non, on a été trop loin, je regrette. Trop violent. Ouais, d'avoir demandé ça aux mecs. Donc là, on est en quelle année? Eux, c'est en quelle année? Eux, c'est dans les années 2000. Donc c'était... Dans les années 2006, dans les choses quelques années après les Dudley Boys, quoi. On est... Ah oui, bien après. Après les Hardy Boys. Bien après, mais on sait que leur aspiration, c'est ça. Aujourd'hui, les vice-présidents de la WWE, les Young Bucks, c'est totalement les Hardy Boys. Oui. C'est les héritiers physiques et de catch des Hardy Boys, de toute façon. Et pour revenir sur les Ladder Wars, ouais, ça par contre, vraiment, ils ont réussi à mettre un cran au-dessus de ce que la WWF a fait. Là, vraiment, il faut avoir l'esprit accroché pour aller les regarder, et que ça, il faut plus jamais refaire. Non, mais il faut, moi, j'aime bien quand même, alors, j'aime pas tout dans cette nouvelle période, ouais. Mais je trouve quand même que la sécurité humaine des catcheurs, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. C'est tellement plus, parce que, alors, je vais revenir un petit peu, je vais faire un tout petit aparté, puis après, on continue sur Chris Benoit. Oui. Chris Benoit, après ce qu'il a fait,
il a été autopsié. Il faut savoir que le cerveau de Chris Benoit a C'était été un vieux de plus de 80 ou 90 ans à cause de tous les commotions cérébrales qu'il a fait. Donc, quand on disait la dernière fois dans une vidéo, je sais plus, c'était Kane ou sur ce nos 10 points. Je mets juste un gros big up à Chris Nowinski, que lui a eu des commotions cérébrales dans le début de sa carrière. C'est un catcheur qui a une carrière Ouais. très courte. Et qu'en fait, le mec, après les commotions cérébrales, il a passé un diplôme, il s'est dédié à l'étude des commotions cérébrales. Voilà. Mais je me dis, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est ce qu'on dit la dernière fois dans une vidéo, peut-être que le drame de Chris Benoit, il se serait pas passé actuellement avec toute cette sécurité qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et moi, d'ailleurs, j'ai envie de faire après on continue, un petit big up à JD McDonald, Oh, le qui pauvre. s'est quand même pas raté Oh, le pauvre. à Raw, au 3e Raw sur Ouais. Netflix. Bah, moi, je pensais que c'était la tête qui avait touché, même pas. C'est les poumons, les côtes et tout ça, Casser ouais. les côtes et performer le poumon. Mais voilà, tout de suite, il a été pris en charge, tout de suite, ouais. il a été pris, et ça, c'est super. Oh, le On continue? pauvre. On continue? Oui, on continue. Donc là, on est après le match de WrestleMania. Ouais, donc les deux continuent vite fait en équipe. Il y a une storyline que je vais vite fait en parler parce que là, encore une fois, ça allait trop loin. Bon, c'est pour mettre un petit mot sur notre ami Triple H, il faut toujours. On est dans l'époque du two-man power trip. Donc, après le heel turn de Steve Austin, où il s'associe à Hunter, où les deux, ils veulent tous les titres. C'est vraiment les deux grandes puissances, les deux Golgoth qui se mettent ensemble. Donc on est en 2000, on est avant l'invasion. On est avant l'invasion, donc on est en 2001. Ouais, 2000-2001 avant l'invasion. Avant l'invasion. Et c'est ce qui amène la fin de cet angle, c'est la blessure de Triple H face à Chris Jericho et Chris Benoit, où il se déchire contre ça. Mais je sais exactement ce que tu vas dire. Tu vas parler de quand ils attaquent Alita. Exactement. En fait, du coup, ils rentrent en rivalité contre eux, les Hardy Boys, parce qu'en fait, ils choquent tous les titres. Hein. Je me rappelle, vraiment, c'est pour ça que leur nom porte bien, c'est Two Man Power Trip, quoi. C'est vraiment ils veulent toute la puissance. Oui, ils veulent tout. Attention, c'est deux égos. Hein. Ouais, deux égos, voilà. Triple H et Steve Austin. Et c'est là, ouais, où c'est vraiment le Steve Austin à l'époque, pareil, il était fou dangereux, quoi. Parce que les coups de chaise qu'il leur met aux deux, et surtout à Lita, parce que oui, je rappelle que fin d'ère attitude et durant attitude, et même pendant encore longtemps après, on tapait les femmes. On s'en fout. Hein. On s'en fout. Et du coup, vraiment, c'était des bourrins. On avait l'impression que les deux, ils montraient que c'était les main eventers et qu'on va leur apprendre aux petits jeunes, quoi. Vraiment, c'est un peu cette impression qu'ils donnent, parce que vraiment, ils sont trop violents. Et quand je vois les images, je me dis, wow. Mais ça, ce que tu vas dire, moi, j'ai jamais réussi à le regarder. Parce que l'anecdote que tu vas expliquer. Bah, celle-là, où il défonce Lita. Ouais. Oui, il défonce Lita. Moi, j'ai En jamais... fait, il dégomme les deux. Lita vient essayer de sauver son futur homme et son frère. Et en fait, Austin lui met un stunner, il l'attrape, elle met son corps pour protéger les deux, et lui, il tape un coup de chaise par-dessus. Ouais. Vraiment Et rien. je pense qu'il y a quelques coups de chaise qui ont dû être legit quand même, qu'elle a dû morfler. Quand on voit les images, pour moi, il y a beaucoup, ils doivent être legit, ouais, effectivement. Donc maintenant, là, qu'est-ce qui amène, parce qu'on n'est pas loin du moment de la séparation des... En fait, ils ont tenté une première séparation, durant plus ou moins la période de l'invasion. Donc en fait, les deux, ils commencent déjà à faire un peu des matchs solo. Donc Matt Hardy, par exemple, il prend le titre européen à Eddie Guerrero. Mm-hmm. Et Jeff Hardy, il aura même un titre de run intercontinental pendant une semaine, un truc comme ça, face à Triple H, encore une fois. Où grâce à des interventions et tout, ils arrivent à battre Triple H à la SmackDown, et ce qui était exceptionnel à l'époque, c'est un des plus gros upsets, quoi. Et en fait, on utilise, parce que c'est là où la relation Matt Hardy et Lita est officialisée, et elle commence à être connue backstage. Donc en fait, ils disent, on va la mettre un peu à l'écran. On va commencer à la mettre un peu à l'écran, donc du coup, on va faire un triangle amoureux entre les deux frères et le machin. Et en fait, les deux n'étaient pas prêts à se séparer. Pas du tout. Surtout Jeff, je crois. Et en fait, ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Ils font un des matchs où j'avais lu, où ils étaient pas loin de se faire virer. Carrément. Ils font un match dégueulasse, ils s'affrontent à vengeance. Oui, parce qu'avec Lita, si tu veux, au milieu, c'était l'arbitre spécial. Et ils se mettaient un peu à se taper sur en fait, la rivalité, elle était entre eux. Ouais, elle était entre eux, c'est ça. Et du coup, le match, c'est à Vengeance 2001, si je dis pas de bêtises. Où c'est Jeff contre Matt avec Lita en arbitre spécial, et c'est une purge absolue. Alors autant les mecs, ils ont une chimie en équipe exceptionnelle depuis des années, qui se connaissent parfaitement, quand ils s'affrontent, ça marchait pas. Mais c'est pas la première fois, enfin c'est la première fois que ça a pas marché, mais ce sera pas la dernière fois. Moi je suis nuancé de ce que, justement, quand tu dis que ça marchait pas, moi je suis un peu nuancé. Je parle dans le ring, hein. Dans le ring? Je te parle justement, ouais, ok. nuancé, ah bah justement, on en parlera en 2009, je crois. Ouais, c'est en 2009. On en parlera un peu. Voilà. Mais du coup, ça marche pas, on les remet un peu en équipe. On commence à les séparer grâce au brand split. Donc il y en a un qui va à SmackDown, l'autre qui va à Raw. C'est ça. Et en fait, non, ils vont tous les deux à Raw. D'accord. Et en fait, Matt Hardy trahit son frère. Il passe heel. En fait, il tourne heel. Okay. Donc là, on est en 2002-2003. Il lui a un coup de chaise dans la tête et lui il part à SmackDown. Et là, le pauvre, il est dans les limbes à SmackDown. Vraiment, Matt, Matt, il a pas de passage parce que, comme on a dit, Jeff Hardy, il voyait déjà un potentiel avant qu'il se fasse virer
où vraiment il affronte le Taker. Le match contre le Taker, match de l'échelle, Ouais. exceptionnel, où même le Taker Lui serre la main à la fin. lui serre la main à la fin. On parle de Jeff. Allez le voir, celui-là, il vaut le coup. Je Ouais. crois que c'est 2002-2003. Ouais, Arrow. Ouais. Arrow, C'est c'est un un match des Arrow. meilleurs matchs de Raw. Ouais. Ouais. Et Matt Hardy, un peu dans les limbes, il se fait un peu battre par les autres. Vraiment, il sert de job guy, parce que vraiment, quand je disais au début de l'émission, on lui faisait pas confiance, c'est vraiment le cas. Je sais pas, on n'a jamais lui faire confiance. Et là, on lui dit, trouve-toi un personnage, en fait. Et là, il crée, c'est un de mes péchés mignons. Alors, tu avais dit dans une vidéo que au moment où on va parler de V-Wine, Ouais. t'avais plein de choses à dire. Ouais, parce que Alors, c'est ton moment. vraiment, cette gimmick, c'est un de mes péchés mignons dans le catch. Donc, du coup, il devient il crée la matitude. Ouais. Et c'est la version 1 de la matitude. Donc, en fait, il devient un peu foufou. Pareil, un peu égomaniaque. Et, en fait, c'est bizarre parce qu'on est dans les début des années 2000, Internet n'est pas démocratisé. Et en fait, sa gimmick est basée sur Internet. Parce qu'en fait, quand il rentrait dans le ring, il mettait les math facts. Oui, il mettait des petites des anecdotes sur Des lui. anecdotes. Donc, du coup, en fait, il rentrait. Donc, ça, les gens le voyaient pas en direct, mais nous, on le voyait à la télé. En fait, ça faisait tout un écran avec un layout Matitude V1. Et il y avait toujours un petit encart math fact. Et T'avais des trucs comme Matt Hardy adore les chats. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'était des Chuck Norris facts. Ouais, c'est ça. En fait. Ouais. Et toutes les phrases, je vous conseille d'aller voir sur Internet, ça se trouve tous les textes qui ont été mis. Je vous conseille d'aller les lire parce que c'est improbable et c'est très 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 drôle. Ça dure combien de temps à peu près? La matitude, ça dure jusqu'à fin 2004-2005 où il va être en rivalité contre Kane, où il sera de nouveau on va dire plus humain, plus matitude en fait. Ok. Il sera à la télé avec Lita. Et cette gimmick là, donc c'est un heel, hein. Donc c'est un heel vachement arrogant justement parce que le gars en fait il pète les plombs quoi. Il est comme je le dis, il est égomaniaque. Et en fait il se dit ma mission c'est d'être champion light heavyweight. Alors quand on regarde, c'est le titre cruiserweight, c'est qui du titre cruiserweight. Il est gros comparé aux autres, hein, quand même, Matt Hardy, hein. Même s'il est pas grand, il est quand même gros, hein, face au. Gros, tu parles musclé ou physiquement, tout ouais, court. Voilà, ouais. il est plus huge que les Jamie Noble, que les Crash Holly, que les Shannon Moore, justement, que les Rey Mysterio, tout ça. Que les Chavo Hero, il est quand même plus fat. Et en fait, il arrive à récupérer le titre en battant Billy Kidman. Et là où il commence à introduire son premier disciple. Qui est Shannon Moore. Un ami à lui. Qui a participé à l'Omega. C'est ça. Il lui donne la possibilité d'être à la télé avec lui, donc c'est son sidekick. Shannon Moore, les amis, qu'on a parlé dans les mid-carders de SmackDown. Oui, c'est ça. Et je vous invite à aller voir cette émission qui est très bien. Oui. Tu peux reprendre. Et du coup, c'est son sidekick rigolo. Et en fait, les segments backstage de la matitude sont extrêmement drôles où on le voit, où il est tout transpirant sur un vélo elliptique à fond avec Shannon Moore qui l'encourage comme un pom-pom boy, machin. C'est très drôle, mais dans le ring, c'est quand même un salopard, quoi. C'est un vrai heel. Par contre, il triche, il y a des interventions partout. Ça, je ne l'ai pas vu, parce qu'en fait, j'ai connu la matitude a posteriori, hein. Oui, parce que SmackDown, comme on a dit plusieurs fois, on l'avait pas, et j'ai connu a posteriori. J'avais appris que, justement, un peu avant sa mort, que Crash Holly a fait partie de la matitude. D'accord. Voilà, Crash Holly a été un petit temps avec Matt Hardy. Et son run, n'empêche de champion light heavyweight, ouais. Ça a été un bon run de champion, parce que à WrestleMania 19, il bat Rey Mysterio. Ouais. Il bat Rey Mysterio, donc c'est à cette époque, vraiment, il est en haut de la carte des cruiserweight. Là, la matitude, tu l'as dit, mais c'est vraiment pour qu'on soit sûr, c'est une idée à lui, qu'on lui a laissé un petit peu faire. C'est une idée totalement à lui, ouais. Donc déjà, le potentiel créatif. C'est ce que je dis, c'est vraiment, en plus, c'est une gimmick hors du temps, parce que, comme je dis, dans les débuts des années 2000, Internet n'était pas comme maintenant. Là, vraiment, lui, il surfe sur ces codes-là, où le mec, justement, c'est un passionné comme je dis, un égomaniaque passionné par l'audiovisuel, par Internet, quoi. Il faut qu'on ait regardé, qu'on ait cliqué sur lui, quoi. On va y parler très vite, hein. On va y arriver à ça, hein. De toute façon, d'Internet, comme quoi, pour lui, ça a toujours été très important. Oui. Je te laisse continuer sur la matitude de V-Wine. Ça finit, comme je dis, il y a pas vraiment de fin à la matitude, quoi. C'est vraiment, il perd le titre. Il décide plus ou moins d'arrêter la gimmick, il n'y a même pas de raison particulière. Et en fait, il commence à apparaître à la télé avec Lita. Donc, comme je dis, il voulait vraiment surfer sur Lita. Donc, Lita, par contre, n'était pas dans la matitude. Pas du tout. Quand ils sont affrontés, Jeff et... Non, Lita, c'est cette époque-là où elle était post-invasion, elle était avec Stratus, tout ça. Elle était à Raw. Où on la voyait souvent catcher à Raw. C'est exactement ça. Et on décide d'officialiser encore plus à la télé. On le savait déjà avec la Team Extreme, tout ce qu'on avait dit.
Mais ils leur mettent, en fait, vraiment, c'est un couple, lui, c'est le mec cool avec sa meuf. Et on commence à les mettre en rivalité, on en a parlé dans la vidéo précédente, avec Kane. Où, comme j'ai dit, Kane, ça le fait. Tu as dit des termes. Voilà, ça le grattait un peu. Ça le grattait un peu, il kiki tout le jour. Voilà. Et donc, du coup, ça amène cette rivalité à. Je vais pas très vite parce qu'on en a parlé avec Kane. Où ça amène à SummerSlam, où c'est le match de la mort. Le vainqueur prend Lita, quoi. Ah, toujours du bon goût. Toujours du bon goût. Bah, comme on en a parlé avec Kane. On avait dit avec Kane, Donc, Matt Hardy perd, Lita est obligée de partir avec Kane. Et après, c'est à ce moment-là que notre bonne Matt Hardy se blesse. Et là, on va arriver dans le gros côté gossip backstage qu'on va un peu raconter. Et où c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo, parce qu'on considère, on est en 2004-2005, où on considère ils ont raté un truc. La WWE a raté un truc avec Matt Hardy. De quoi? Dis-moi. Par rapport. Ah oui, excuse-moi, oui, non, désolé, Messiah me faisait des signes, j'ai oublié ce que je voulais dire. Excusez-moi. Désolé, je suis fatigué. C'est oui, quand il se fait virer, Triple H dit cette anecdote où il dit que de toute façon on s'en fout d'avoir viré Matt Hardy parce qu'il a jamais rapporté de pognon. C'est ça, et que c'est à ce moment-là. Bon. Voilà, désolé les amis pour ce petit moment de flottement, on a eu un problème technique. Messiah me faisait signe, c'était pas pour que je dise anecdote, c'est que mon bébé est en train de pleurer, il a fallu que je le recouche, tout. Mais ça y est, on reprend, c'est bon. Ouais. Désolé pour le moment de flottement, il y aura une petite minute bizarre de battement. Donc je reprends sur Matt Hardy se fait virer et Triple H dit oui, de toute façon c'est pas grave qu'on le vire. Il a jamais droppé, il a jamais rapporté d'argent. On en était là. Voilà, donc je vais arriver avant son licenciement. Donc, ce qui amène à son licenciement. Donc on va rentrer dans ce que j'ai dit là sur la période un peu gossip et de ce qui se passe backstage. Parce qu'en fait, quand notre ami Matt Hardy se retrouve bloqué chez lui parce qu'il est blessé au genou, il me semble. Il y avait un grand ami des Hardy Boys, c'est Edge. Parce qu'après tous leurs matchs exceptionnels et tout ça, ils se sont liés d'amitié en fait, Edge et Christian, Matt Hardy, Jeff Hardy, tout ça. Et en fait, Lita, elle se retrouvait sans son mec pour faire sur la route. Et c'est Edge qui s'est un petit peu... Parce que Jeff Hardy n'était déjà plus là. Hein. Voilà, Jeff Hardy, de toute façon, après, je crois que Jeff Hardy, l'une de ses dernières apparitions, c'est le match contre Taker qu'on disait tout à l'heure. Ouais, et il se fait virer très peu de temps. Après, on le voit plus. Donc, coup, Lita est tout seul sur la route. Ils commencent à faire la route ensemble. Et une chose en amenant une autre, ils se rendent compte, en fait, que ça accroche plus. Que Edge a toujours bien aimé les catcheuses. Voilà, et qu'en fait, Edge il trompe sa femme avec Lita. Lita trop Hardy avec Edge. Et, petite anecdote, je l'ai appris il y a pas longtemps, Edge était marié avec la sœur de Val Venis. Avec la sœur de Serviette qui pue. Voilà, il était en couple avec la sœur de Serviette qui pue. Voilà. Ok. Et, en fait, le Matt Hardy commence à se poser des questions. Forcément, quand tu trompes quelqu'un, tu sens, les personnes se sentent quelque chose. Et en fait, en fouillant le téléphone de Lita, il tombe sur des messages qui lui confirment le truc. On est vraiment dans Voici, là. Ah oui, on est vraiment dans Voici. Comme je te dis, c'est du gossip. Et il la confronte, il lui dit machin, elle lui avoue. Et là, en fait, Matt Hardy, on y reviendra plus tard dans sa carrière, justement, parce qu'on parlait comme tu dis, des addictions et tout ça. Oui. En fait, il faut savoir que Matt Hardy, il était vraiment fou amoureux de Lita. Vraiment, c'était l'amour passionnel de son côté. Tu vois, Lita s'est rendu compte que finalement, elle aimait quelqu'un d'autre, elle est tombée amoureuse de Edge, elle a eu un crush. Mais par contre, Matt Hardy, lui, il est resté, je pense, amoureux de Lita pendant des très 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 longues années derrière. Et du coup, il a pas supporté. Et en étant blessé, on revient sur ce que tu disais, où c'était quelqu'un qui était déjà beaucoup sur Internet. Très créatif. C'est là où on en vient sur ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, très créatif, et qui, en fait, il avait un blog. Et en fait, il décide de balancer sa vie privée et de tout mettre pour vraiment que les gens soient de son côté, quoi. Il avait besoin de soutien, il s'est dit, je vais essayer de me soutenir des fans. Donc du coup, il dit que Edge est un enculé et que Lita c'est une pute, quoi. Donc ça, il le dit. Là, on est d'accord. C'est pas du kayfabe, c'est la réalité. C'est la réalité. Il le dit sur son blog personnel. C'est ça. Et comme il dévoile des histoires un petit peu de coulisses, c'est pour ça qu'il se fait virer. C'est ça. C'est pour ça qu'il se fait virer les officiels. Mais on dit non, c'est pas pro ce que tu fais là. C'est ta vie privée. Vous devez pas mettre en branle de mettre vos vies privées à la place de vos personnages à la télé. Donc du coup, il se fait virer. Donc le mec, il vient de se faire tromper par sa meuf. Il a perdu un ami. Ouais, il a perdu un ami. Il a perdu un ami parce que Edge, c'était un pote. Il a perdu un ami. Son frère n'est plus là avec lui. C'est ça. Donc à la fédération. Il était un peu seul. Et le gars essaye d'avoir du soutien des fans. Et en fait, on lui dit, non, tu fais pas ça, quoi. Non, t'arrêtes. Voilà. Alors que c'est lui la victime, hein, quand même. Lui, indirectement, oui. Indirectement, lui, il a rien demandé, hein. Je sais. Moralement, moi, je juge pas, tu vois, le fait d'avoir balancé, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, tu vois, si tu veux.
Et puis là, comme tu disais tout à l'heure, on parle d'un amour passionnel, de quelque chose, et des fois, quand on est fou amoureux, bah, On fait des conneries. fait des bêtises Voilà, et- on réfléchit pas aux conséquences de ce qui se passe derrière. il valait peut-être mieux finalement balancer ça sur Internet que d'aller mettre Un coup de un couteau, coup de couteau voilà. à Edge. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Donc le truc c'est que en fait forcément comme ça a été dévoilé les smarts de l'époque dans les arènes alors, on se concentre un peu sur Edge et Lita surtout qu'ils voulaient le pusher en tant que main eventer. C'est à ce Il- moment-là où on met Edge et Lita ensemble aussi à la télé. C'est ça en fait ils se disent bon on va s'en servir Et parce où que les gens sont au courant et c'est là où il y a la trahison en fait qu'on a parlé dans Kane avec Kane. avec Kane. Et où Lita le vit mal, vraiment. Ouais. Elle le dit plusieurs fois qu'elle le Elle vivait le- mal, elle le cette, vivait- elle le vivait mal, mais cette par contre, ça s'est histoire-là. bien rattrapé après parce qu'elle arrivait à en jouer. Mais ça, Oui, sur oui. le début, c'était compliqué. Elle l'a mal vécu, ouais. Parce qu'elle se faisait insulter de pute tout le temps. Non mais désolé, il faut dire le mot. à un Ouais, moment, le but, il y a un chant très connu justement dans le catch qui est les wow, 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 wow. C'est pour war, donc c'est pour pute. Voilà, D'accord. donc elle se prenait ça toutes les semaines. Elle a pris plus que Edge, vraiment beaucoup plus que Edge. Oui, c'est elle qui a été Edge. Il a trahi son pote, mais c'est elle qui a été le démon de l'histoire. C'est elle. C'est ça, c'est elle qui a pris vraiment le plus cher, quoi. Voilà. Et du coup, notre bon Matardi, il faut quand même bosser, quoi. Donc du coup, il commence à catcher sur les circuits indépendants et il se retrouve à la Ring of Honor. Donc c'est un des premières fois où il se retrouve vraiment à la Ring of Honor. Parce qu'il y est retourné plus tard. Plusieurs fois, ouais. Ouais. Et il a eu des bons runs, on y reviendra. Et là, il commence à montrer son côté créatif dans son malheur. Il crée même un personnage autour De ça. de ça. Alors c'est The Angelic Diablo. C'est ça. Le diable angélique en fait. Ouais, c'est ça. Où vraiment, en fait, sa gimmick, de ce que j'ai compris, en fait, il est tirailleur, ouais, par rapport à son ancien amour et la haine, quoi. Donc, c'est un peu, il devient. Bah, il dit que la quoi. cicatrice ne le tuera pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que- vraiment, il se combat contre la mort, toujours. C'est vraiment. Là, on est Ah, sur son personnage internet. Ouais, c'est ça. Il crée aussi le Hardy Show avec son frère. Sur C'est YouTube, une ouais, ça émission commence, qui ça est commence à- encore diffusée aujourd'hui. ouais. Mais c'est pour montrer son potentiel créatif. Oui. Parce que là, la Ring of Honor, c'est une fédération indépendante, donc du coup, les catcheurs viennent avec leurs idées. Et là, on le laisse, et en plus, pour la Ring of Honor, pour le Booker, ça sort sur un truc où tout le monde est au courant, quoi. Déjà, c'est une star WWE. Il a sa fédération, donc c'est déjà la classe. Et en plus, le mec, dans les arènes, en fait, jusqu'à ce qu'il va se faire embaucher, j'y reviendrai, on entend, à chaque fois que Edge est à la télé, t'entends Matardi. Ouais, le tout le public. monde qui est à fond. Mais ils avaient pas fait une pétition. Si. Mais cette pétition-là est faible. D'accord, ok. Il Voilà. était déjà réembauché au moment de la pétition. C'est ça, c'est en fait, Ah, ok. ouais, voilà. C'est Ok. vraiment les fans, par contre, je pense qu'on vraiment envoyé des lettres en disant, mais attends, mais vous êtes dégueulasse, le mec se fait tromper, vous le virez, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment dû arriver, mais par contre, l'idée de la pétition à mettre à la télé, tout ça, c'était lui qui a fait. Voilà. Ah comme le dirait notre McMahon national, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a pas de bon buzz, il y a juste du buzz. Voilà, il faut surfer dessus. Et du coup, Matardi, il affronte des beaux noms à la Ring of Honor. Hein. Il affronte du AJ Style, des choses comme ça quand même. Donc, Oui, il est pertinent. il est pertinent, ouais, bien sûr, il est bien utilisé. Et du coup, tellement il y a le bashing médiatique que on va le rembaucher quand même. Ouais. Et c'est là où les mecs sont quand même très pros, les trois. Parce qu'on leur dit, si tu reviens, par contre, t'es obligé d'être en rivalité avec, quoi. Donc, les gars, On te réembauche, mais tu reviens pour affronter Edge c'est ça. avec Lita dans l'histoire. Alors, je sais pas si en backstage, on lui avait dit justement qu'il allait servir de faire valoir Edge, du coup. Malheureusement. Moi, je pense qu'on lui a pas dit ça. Ouais. Alors, je sais qu'aussi, la WWE, il avait joué un petit peu sur le fait que la TNL voulait, Ouais. que la WWE voulait qu'il revienne à condition de fermer son blog, Ouais. et que lui a dit, moi, la TNM propose d'aller chez eux sans fermer mon blog. Ouais. Et finalement, il avait joué un peu sur plein de choses. Ouais, dans les comme ça. négociations. Et avant son embauche en kayfabe, et les gens ne savaient pas si c'était des kayfabe ou pas, parce que c'est très bien fait, à simuler des works où en fait il commence à intervenir dans les arènes. En fait, Edge est dans le ring et lui il saute les barrières, il vient, il se bat avec et tout ça, et c'est vraiment crédible avec la sécurité qui vient et tout ça. Ça fait pas comme les segments un peu éculés comme aujourd'hui, désolé, je fais n'importe quelle actualité, où Triple H abuse un peu trop des bastons. Là. Pour moi, il y en a toutes les semaines en fait où les mecs se tapent dessus, qu'il y a la sécurité qui vient, et en fait on voit qu'à chaque fois c'est worké, et que je trouve ça éculé quand tu fais ça toutes les semaines. Alors que là, on s'y attendait pas, quoi. Et il y avait vraiment une possibilité que ce soit réel, que l'autre en fait pète à câble et... Moi je me mets à la place des deux, surtout de Matardi. On est dans le catch, on va utiliser l'histoire vraie pour le mettre à la télé. Mais les gars ont vraiment vécu un drame, entre guillemets. On en parlera, allez voir certains de leurs matchs.
il y a des coups, ils sont partenus, hein, je pense. Hein, Ouais, je largement. pense qu'ils se sont vraiment mis. Ouais, ils ont dû se mettre quand même des bons nions, quand même. Hein, Ouais. Ce qui est un peu légitime pour le coup. Ouais, pour le coup, je pense que c'est logique. Ouais. Et c'est là où on arrive, où on disait que c'était un gros raté, et je le maintiens, c'est qu'on aurait pu tellement mieux utiliser Matardi. Là, il avait un potentiel main eventer parce que le mec se fait embaucher grâce aux fans. C'est l'autre exemple comme ça que j'ai eu, c'était Daniel Bryan. Après la Nexus, où, Mais où j'avais entendu vaguement qu'en fait, il a été viré pour les relations publiques, Brian, et Oui. que c'était prévu de le réembaucher. oui, c'est ça, mais les fans, enfin, ont fait tellement de bruit que, ouais, ils ont pas, dans tous les cas, même si c'était pas ça, ils auraient pas eu le choix. Il l'aurait repris. Ils l'auraient repris dans tous les cas. Mais notre bon Matardi, là, il devenait un héros des fans, quoi. Vraiment, l'underdog, il va se venger de son ancien amour, de machin. Franchement, il y avait un potentiel d'écriture à faire, qui aurait pu être terrible. Après, je me mets à la place des officiels WWE, c'est que Edge, là, c'était l'énorme projet, là, en 2005. Le truc qu'il y a, c'est En qu'en 2005, fait, c'était vraiment le gros projet, quoi. il se serait fait voler sa meuf par n'importe quel autre catcheur, entre guillemets, lambda, Ou établi, déjà établi, ou peut-être où on n'avait pas les mêmes projets que Edge, Ouais. il aurait certainement gagné la rivalité Tu gagnais, ouais. et pu aller plus haut. Mais là, le problème, c'est qu'Edge, c'est le projet. C'est le projet, c'est après la rivalité contre Matardi, c'est Money in the Bank. Il est déjà Money in the Bank, mais c'est derrière le cash-in l'année d'après. Et puis c'est peut-être Ça, quoi. c'est pas la deuxième ou troisième fois qu'on tente vraiment Edge, parce qu'il y a plusieurs Si, fois, il y a on l'a plusieurs tenté fois, de et après, monter, tout ça. il se blesse, Il a toujours été le projet Edge, mais en fait, ils n'arrivaient pas à trouver le créneau. le bon moment. Et là, en vrai, je veux dire que, désolé pour Matardi, mais le couple Edge-Dita est exceptionnel, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Les deux ont un charisme. C'est un des couples marquants. Un couple marquant, vraiment. Match quand j'aimais regarder des catchs, elle venait des fois me regarder vite fait ce que je regardais à la télé par-dessus les épaules. Le match, on dit, vache. Edge, ta sœur adorait Edge. Ouais, Edge, c'est un beau gosse, quoi. T'as toujours, tu Voilà, m'as toujours dit que ta sœur, elle trouvait Voilà, Edge et magnifique. elle disait, on voit la fille qu'il est avec lui, forcément tout colle, quoi. J'avais beau me laisser pousser les cheveux. Mais... Enfin bref, Je t'attends la sortie. on reprend. On reprend. Et donc en fait cette rivalité est faite sur 3 matchs. Et en fait le premier match déjà est étrange. Mais étrange dans le mauvais sens, quoi. Parce qu'en fait c'est un squash. Donc Edge défonce Matardi. Défonce Matardi. Et c'est là où on a l'impression que c'est vraiment un shoot, quoi. Mais tu m'as dit qu'il y a une histoire avec Vince quand il réembauche Matt. J'avais oublié. C'est pour moi déjà c'est la plus grande erreur, c'est le début déjà. Avant le match. Avant le match. Avant le match. Parce qu'en fait, pour embaucher Matardi, ils font un segment dans le ring avec Vince McMahon qui le rembauche, où Matardi est entre guillemets obligé de baisser les chines et lécher le cul à McMahon devant le machin en le remerciant. Ça fait pas de sens, quoi. Le mec essaie de revenir, limite on aurait dû le dire, le gars c'est un fou dangereux, on lui donne pas de contrat. Et moi, je voyais, entre guillemets, un vigilante. Comme on a appelé Sting. Ouais, comme Sting, ouais, c'est Tu ça. sais, c'est-à-dire le mec qui aurait été là pour défendre un peu les opprimés de la WWE. Oui, ils Tu auraient vois, pu s'en servir comme ça, venir ouais, carrément, aider ouais. les gens qui avaient besoin. Alors peut-être pas dans le haut de carte, mais dans le mid-card d'heure, va venir aider. Oui, mais avec ce personnage-là, je pense vraiment, comme tu dis, des opprimés, on aurait pu tenter Upper Mid-Card et avoir des Oui, et après partir vers le plus haut. Voilà. Mais là, mais on en revient à ce qu'on disait il y a 5 minutes. Ils en avaient rien à foutre. Tu es contre Edge. Ouais. Donc, on te réembauche parce que les publics est fan. On veut placer Edge comme top heel. On va lui faire exploser le chouchou des fans. Oui, en fait, c'est ça. En fait, ça, il a servi vraiment à Edge. Même, je pense que de le rembaucher, c'était pour que Edge gagne, pour que vraiment ça donne un impact à Edge avec une grosse rivalité. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils ont rembauché Matardi, mais comme les années précédentes, malgré tout son côté créatif, ils lui ont jamais fait confiance. Ils n'avaient pas envie de le mettre plus haut. Et c'est là où on revient sur l'anecdote où tu étais sur Triple H qui résume tout, en fait. C'est vraiment le mec, il le voyait comme un Un nobody, catcheur quoi. lambda. Ouais, un lambda, un nobody, quoi. Et donc le premier match, Edge gagne. Il faut quand même gagner un match. Donc c'est un Raw dans un match. Mais le premier match, c'est un squash. C'est un squash. En pay-per-view, Pay-per-view, ouais, Ok. j'ai plus, c'est à Seversa. Seversa 2005. ça doit valoir le coup l'entrée de Matardi. Ouais, il a une bonne pop, ouais. Vraiment, il a vraiment une bonne pop. Donc après, on lui fait gagner un match à Raw. Ouais, c'est le même là où il commence avec son thème song exceptionnel de slap de tornado. Et il est génial son thème song, par contre, ça. Et derrière, ils ont un match à Raw en cage que Matardi gagne où justement il fait encore un bum de fou où il fait une leg drop du haut de la cage sur Edge. Où, il s'éclate le derrière, quoi. Je sais pas comment on a l'idée de faire ça. Et pareil, même dans leur match, comme je te dis, on voit un peu qu'ils font du shoot, quoi. Ils doivent se mettre des vrais coups. Je me souviens d'un moment où Edge bloque la tête de Matardi entre l'escalier et le poteau et il y va pour mettre un gros coup de pied. Et vraiment, ça fait d'une violence, quoi. C'est vraiment on sentait la haine entre les deux, donc la rivalité était bien sur le papier. Et ils arrivent au troisième match.
Donc en fait, le troisième match, la stipulation, donc c'est Edge doit mettre la mallette Money in the Bank en jeu, et le perdant doit quitter Raw. Donc le vainqueur garde Lita, La Money in manette. the Bank, et l'autre se casse. Ouais, donc Voilà, c'est salade, tomate, oignon dans l'oignon. Ouais, c'est la tomate dans l'oignon. Dans l'oignon Voilà, pour le perdant. Voilà, c'est Voilà. le perdant. Et j'aime beaucoup la fin de ce match. Comment ils ont fait le spot. En fait, c'est Edge, avant de grimper à l'échelle, il arrive à bloquer Matt Hardy dans les cordes. Vraiment, entre Avec deux les cordes, bras. avec les bras. Et en fait, Matt Hardy commence à vouloir s'enlever. Et là, Lita fait un crucifix. En fait, elle s'accroche aux deux bras de Matt Hardy. Vraiment en mode vraiment vislarde. Donc il est bloqué dans les cordes, bloqué par son ex qu'il aime, et en train de regarder Edge monter à l'échelle et décrocher la manette devant lui, quoi. Le final est top. Vraiment, le final est génial. C'est un finish très très bon pour moi. Et du coup, il est obligé de quitter Raw et il va partir à SmackDown. Donc, Alors on profite que pendant que Matt Hardy va vers SmackDown, moi, vous allez vous abonner, les amis. Un petit clic, ça prend 2 secondes, un petit j'aime. Je compte sur vous. On a 49 abonnés quand on tourne cette vidéo. Je veux mes 50. voilà. Donc, il arrive à SmackDown Oui. en tant que face. En tant que face, oui, bien sûr, Ok. il reste face. Et qu'est-ce qui se passe pour lui après ça? il- Est-ce il- qu'il peut se relever de ça, en fait? Et en fait, tout doucement, il a une rivalité très sympa, une grosse rivalité de mid-card qui a vraiment tenu presque un an, face à MVP, un nouveau arrivant de SmackDown. Mantel Vonterius, Porter, qu'on a vu récemment avec Bobby Lashley, et qui est toujours avec Bobby qui Lashley est à la EW. Voilà, c'est ça. Qui est aussi un très grand esprit du catch, ce mec-là. Et lui, à l'époque, c'était dans sa gimmick, c'était le catcheur le plus payé de SmackDown. Bah, le MVP, de toute façon. Et puis voilà, Ce sont pour les fans de basket, ceux qui connaissent le basket. de toute façon, il le faisait dans ses gestes. Voilà, c'était censé être le MVP, le meilleur, le most Valuable player. valuable player. Merci parce que moi l'anglais. Et en fait, voilà, c'était censé être le meilleur. C'est ça. Et ils ont une rivalité où c'est même là, je crois qu'elle a été élue rivalité de l'année. Oui, parce qu'en fait, elle est ultra divertissante, Ultra cool. ultra cool, et et pourtant, en général, quand il y a des segments hors catch, genre des bras de fer, des trucs comme ça, en général, les gens s'en foutent. Ils disent que c'est de la merde, et eux, c'était très marrant. Ouais. Du coup, en fait, ils vont se faire des concours pour montrer qui est le meilleur. Bien sûr, donc il y a un concours de bière. Il y a un concours de bière. Donc il y a un concours de bière où Matt Hardy se fait remplacer par un mec qui aime pas trop la bière, par Stone Cold Steve Voilà, Austin. de bon Steve Austin. Alors déjà, c'est sûr que quand tu amènes Stone Cold Steve Austin dans une rivalité comme ça, Ouais. forcément c'est ça booste. Ils ont un bras de fer. Ils ont une partie d'échecs. C'est quand même improbable, ça aussi. Ils ont des concours de lancer franc. De lancer franc au basket, vraiment un peu. Chacun sort un peu entre guillemets une spécialité. Tu quoi. m'as parlé d'un match de boxe. Et en fait, il avait prévu de faire un match de boxe. Sauf que au niveau de la santé, MVP avait des soucis cardiaques, des petits soucis cardiaques. Donc en fait, il peut pas prendre de coups de poing. Donc ils se sont dit ah, merde, on va avoir machin. Et là, ils ont investi quand même dans cette rivalité parce qu'ils ont demandé à l'un des légendes de la boxe de venir, qui est Hollander Holyfield, qui vient faire ce match et tout ça et qui met KO MVP à la fin. Et c'est Non, Matt Hardy ou MVP. Ah, il met KO MVP. Ah, d'accord, ok. KO MVP. C'est vraiment, il se fait du côté de Matt Hardy. En fait. D'accord. Donc il est appelé par MVP, mais il trahit. C'est ça. il trahit MVP. c'est Ok. ça. Ensuite, ils font le truc que la WWE de Vince adore faire. Quand on a deux gros égos qui sont en rivalité interminable où les mecs n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On les met en équipe. On les met par équipe et Champion par équipe. Voilà. Donc c'est un truc qui a été utilisé 15 millions de fois, quoi. Kurt Angle, Chris Benoit, Shawn Michaels, John Cena, Batista, John Cena. Ce Rock de... Non, je vais dire une bêtise. Voilà, vraiment The Rock Mankind. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. Donc c'est un truc qui a beaucoup été utilisé. Et en fait, notre bon Matt Hardy dans cette rivalité qui continue et qui est cool, il se blesse pas. D'accord. Il a un souci, il se blesse. Il a quand même un physique un peu fragile, Matt Hardy, ou... Ouais, c'est dû, c'est ce que tu disais Non, tout à l'heure. c'est dû à leur match. À leur match de dingue, ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. De dingue. Donc les gars ont plus facilité de se blesser, en plus sur des trucs... quand on voit ce qu'ils font dans le ring, et qu'en général leurs blessures c'est souvent des trucs cons, c'est les abus du catch. Hein. Et donc il part pendant quelques temps, il revient à WrestleMania 24, où il coûte la manette Money in the Bank à MVP. Et c'est une pop incroyable. Alors déjà, WrestleMania 24, je pense que c'est un de mes top 3 WrestleMania préférés, et je pense pas qu'il est troisième. J'adore WrestleMania 24, je suis fan de celui-là. Moi qui est grand fan de Edge, d'Undertaker, ils sont main event. Et il y a Shawn Michaels contre Ric Flair. Le Money in the Bank est excellent, c'est le premier remporté par CM Punk. Donc c'est vraiment un excellent show. Ouais, et c'est terrible ça, les... Et au bout d'un moment, MVP, c'est le gros lâche dans le match, quoi. Le seul truc où il fait un peu huge dans le match, c'est qu'avec Ken Kennedy, il bascule l'échelle où Shelton Benjamin s'éclate dans l'échelle à l'extérieur du ring en faisant un flip, il se pète dans une échelle. Et du coup, il se fait un peu casser la gueule, MVP, et en fait, au bout d'un moment, il revient quand tout le monde est un peu KO.
Et on se dit, oh, putain, c'est bon, lui, c'est lui qui va le prendre, quoi. Et ben, non. Parce que Matt Hardy revient. Side effect, twist of fate. Twist of fate de l'échelle. Twist of fate. Il lui couvre le match et il se casse. Super. Voilà. J'avais oublié de dire que dans la rivalité avant, Matt Hardy arrive à lui prendre le titre des États-Unis. Ouais, il se passe. Non, c'est après, justement. Il se passe le titre tous les deux. Après son retour, excuse-moi. Il le prend pas avant sa blessure. Donc il y a WrestleMania 24, il intervient, il lui coupe le match. Ils reprennent leur rivalité et Matt Hardy, au final, gagne la rivalité. C'est bien. Voilà. Et c'est une rivalité qui s'arrête, justement, match de championnat, il gagne, la rivalité finie. Ouais, mais ça a duré plusieurs mois. Bah, presque un an. Hein. Presque un an, ouais. Moi, j'ai des souvenirs, hein. Parce que là, pour vous dire un truc, les amis, c'est qu'on est en train, avec Messiah, de parler de cette rivalité sans l'avoir trop préparée. C'est pour vous dire que c'est quand même ancré dans notre mémoire. Ouais, elle était connue, je voyais des images, mais c'est vrai que je suivais pas SmackDown assidûment à l'époque. Donc, un truc que j'ai vu a posteriori, je voyais des clips, des trucs comme ça, où on disait que c'était pas mal. Donc, il devient champion, le règne est oubliable. Ouais. Vraiment oubliable, je sais même plus contre qui. Mais c'est souvent le cas, hein. Ouais. Quand tu deviens champion après une très grosse rivalité, vraiment ton règne. En fait, t'as des mecs qui sont meilleurs à la course au titre, mais des très mauvais champions. Ouais, c'est ça. Et là, Matt Hardy, dans le mid-card, ça a souvent été le cas, sauf à la Mattitude. La Mattitude, c'était vraiment le boss. Mais c'était le light heavyweight, quoi. Voilà, c'est ça. Et je sais même plus contre qui il perd. Ouais, c'est moins marquant, c'est ce que tu me disais. Voilà. Et derrière, alors, malheureusement pour lui, mais heureusement pour ce show de merde, il est relégué à la ECW. Alors, c'est ce que tu me disais quand on a préparé cette émission-là. Il sauve un petit peu la ECW, entre guillemets. Ouais, en fait, au milieu de la ECW, parce qu'au début, c'était vraiment basé sur la ECW, où on a un peu craché sur les fans. Alors, je sais pas, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, je sais pas si ça, on va en parler, parce que l'univers d'Ajus l'a fait tellement bien. Tout retracé, ouais, donc, ça. Je pense pas qu'on serait pertinent d'en parler. Non, donc c'est pour ça que je vais aller vite. On avait le début basé sur la ECW, avec les anciens catcheurs de ECW, où on leur a un peu chié dans la bouche, avec certains matchs. Tu sais, j'ai qu'un souvenir de ça, moi. C'est Tommy Dreamer qui pleure à WrestleMania. Ouais. Parce qu'il a participé à un WrestleMania, c'était ce qui lui manquait dans sa carrière. Ouais, dans sa carrière, ouais. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Juste derrière, il y a l'horrible December to Dismember qui amène le licenciement de Polyman et qui lance l'ère Bobby Lashley. Donc on a toute une période de CW où c'est Vince McMahon. Vince McMahon champion, tout ça. Ça c'est... Voilà, c'est lunaire, quoi, avec, en voulant pousser Bobby Lashley, il se met plus over que le reste. C'est parce que c'est après la rivalité avec Trump pour Vince McMahon. C'est après, ouais. Bah oui, donc en fait, il en veut à Bobby Lashley de lui avoir fait perdre ses cheveux, la rivalité. Ouais, c'est ça, donc il s'en prend à lui, quoi. Voilà, c'est ça. Avec Umaga, et il continue avec Umaga. Petit clin d'œil pour un de nos amis, justement, qui voulait qu'on parle d'Umaga. Ouais, voilà. Voilà, c'est fait. On y reparlera, je pense. T'inquiète. Et derrière, en fait, il y a un peu un revival, où justement, la ceinture, c'est là où elle va changer de forme, où elle va devenir la noire, avec l'aigle noir, là, qui est très belle. Moi, j'aime la ceinture, la nouvelle, et en fait, Matt Hardy devient champion. Par contre, je sais plus qui y va. Je me demande, c'est pas Marc-Henri, hein. Je crois que c'est Marc-Henri. C'est Marc-Henri, il bat Marc-Henri, hein. Et c'est dans le Scramble match, il me semble. Il bat Marc-Henri. Dans le Scramble match d'Unforgiven. Donc en fait, vraiment, c'est ce que tu vois ce que je dis anecdote, c'est un Marc-Henri et Matt Hardy, parce qu'on a l'impression que c'était tout pourri. Et en fait, c'est les deux qui maintiennent vraiment la ECW. Et déjà, Marc-Henri est exceptionnel à l'époque. Ajus et Ishtu l'ont un peu réhabilité parce que les gens s'en rendaient pas compte. Où vraiment, c'était un très bon champion. Avec Tony Atlas, tout ça. Donc il y a même un peu des segments comiques où Marc-Henri a un charisme qui commence à se développer. Et donc en fait, c'est Matt Hardy qui arrive à détrôner le monstre, quoi. Et derrière, il a un bon petit run en vrai, mais lui, on s'en rend compte que c'est toujours lui qui a les plus grosses pop du show. Les gens sont ultra contents de le voir, parce qu'en plus là, il est entre guillemets main eventer, même si c'est dans le show CD, il est main eventer, donc les gens sont contents, sont toujours contents de le voir, mais lui, on voit que par contre, il motivait un peu Pods Up, quoi. Ça lui disait pas d'être à la ECW. C'est comme la plupart, ils ont pris ça comme une relégation, et ça se voit à son visage dans certains matchs, tout ça. Il a une rivalité affreuse avec Finney, on va couper court, la rivalité était vraiment à chier. Et il perd le titre face à... Bonne question. Face à Jack Swagger. Oui, c'est exactement ça. C'est là où il couche Jack Swagger. C'est exactement ça. Voilà. Il gagne face à Marc-Henri et il perd face à Jack Swagger. Voilà, donc touche un jeune, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, ce qui lui arrive souvent. Et du coup il repart, il quitte la WCW. Et là on arrive tout doucement, où encore une fois on va parler de son côté créatif exceptionnel. Où pareil, on aura pu en faire un truc de ouf. Moi je sais qu'à l'époque je kiffais, parce que je commençais aussi à être un peu sur internet à l'époque. Et comme j'avais déjà dit dans une vidéo, je vous avais lancé une petite crotte de nez, la génération NT1 avec votre Jeff Hardy. Calmez-vous avec Jeff Hardy. Calmez-vous avec Jeff Hardy.
Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours été tu me connais, je suis passionné par les antagonistes, que ce soit dans tous les médias. Bien sûr. Je- Grand fan du Joker, par exemple. Ouais, voilà, du Joker, de Sephiroth dans Final Fantasy. Pour vous donner un ordre d'idée, il a un tatouage d'Ardyn, Messiah. Ouais, de Final De Fantasy Final 15 Fantasy et de 15. Sephiroth. Et de Sephiroth. Il est passionné par les méchants. Voilà, c'est ça, je suis passionné par les antagonistes. Et en fait, là, ils arrivent à rendre Matt Hardy, limite, l'un des antagonistes les plus passionnants à la WWE. Mais là, il re-rentre en rivalité avec son frère, c'est ça, C'est hein. ça, mais en fait, c'est progressif et c'est bien fait. Parce qu'en fait, quand il est champion UCW, il aide un peu son frère qui est en rivalité avec Triple H. Il y a Edge qui tourne autour et Vladimir Kozlov. Là, je crois même qu'il coûte le titre à Jeff face à un match contre Edge. Oui, c'est ça. Mais je vais y arriver. Je te raconte, rigolo, je te raconte toute cette excuse-moi, rivalité. vas-y. Je te raconte toute cette rivalité parce qu'elle est vraiment bien. Parce que ça prend du temps et on s'y attend pas. Donc en fait, du coup, Jeff Hardy, il est en rivalité contre Kozlov, Triple H, tout ça, il est autour du titre. C'est là où Jeff Hardy est vraiment touché en 2008. Et le Matt Hardy, il affronte même Kozlov au début d'un show où c'est là où Booking ne comprend pas. Le mec est champion UCW, Kozlov l'affronte, il défonce Matt Hardy. Mais le titre est même pas en jeu, quoi. Ouais. Donc c'est le mec affronte Matt Hardy sans prendre le titre. Donc, oui, sans aucune, puis Kozlov. Mais c'est un projet, Kozlov. C'était un projet de McMahon et je vais répéter mon running gag que je dis à chaque fois. Ne regardez pas Triple H contre Vladimir Kozlov, vous ne récupérerez. Bah, tu l'as déjà dit. C'était de la... C'est une catastrophe. Une catastrophe. Vraiment, ce match est une catastrophe. Et en fait, du coup, Matt Hardy, il tourne autour de son frère pour lui filer un coup de main, tout ça. Et on arrive à où il affronte Jeff Hardy devient champion dans le triple threat entre Edge, Triple H et Jeff Hardy devient enfin champion du monde. Bon match. Très bon match et de voir Jeff Hardy gagner, c'est exceptionnel. Armageddon 2008. Ouais. Et suite ça, en fait, Jeff Hardy, il est champion, tout le monde est content, mais il y a plein de problèmes qui se passent. Plein de trucs louches qui se passent. Quand il rentre à un moment, il a son pyro qui lui crame la tronche. Exactement, il a son pyro qui déconne ou il se fait blesser. Il y a son chien qui meurt, il y a sa maison qui brûle. Alors, il se fait renverser en bagnole. L'histoire du pyro, c'est legit ou pas? Le chien qui est mort, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce qu'il a eu un mal de chien à s'en remettre. Voilà, la maison, je sais plus si c'est vrai ou pas. Elle brûle. Non, la maison elle brûle, c'est que le chien meurt dans la maison qui brûle. Dans la maison qui brûle. Ça. Mais l'histoire du pyro, je crois que c'est kayfabe. Il y a plein de trucs comme ça qui lui arrivent backstage où il se fait même attaquer. Et en fait, il y a un match où en fait il peut même pas participer parce que il se fait attaquer tout ça et on sait pas qui l'attaque. Et il s'était déjà fait attaquer justement dans la rivalité avant où Edge devient champion juste. Ouais. Quand Edge devient champion, il revient durant le match Vladimir Kozlov Triple H alors que de base c'était Jeff Hardy. Et Edge revient barbu, je me souviens qu'il était très barbu, il était très beau. Et tout le monde tourne ses yeux vers Edge. Tout le monde dit c'est toi qui l'as attaqué, c'est pas possible, machin. Et lui avec la familia, c'est l'époque Vicky Hero, ils disent même chez Hero, ils font mais comment vous avez fait avec Jeff Hardy? On n'a rien fait avec Jeff Hardy. C'est pas nous. C'est pas nous. On est innocents. Voilà, et donc ils font même un vote un peu à la Cyber Sunday pour savoir qui a attaqué Jeff Hardy, machin. Et en fait, tout le monde pense que c'est Edge. Ils font même un truc où Jeff Hardy se retrouve défoncé dans un hôtel, donc ils utilisent un peu ses démons, mais ça c'est qu'effet là. Pour dire comme quoi, en fait, dans son hôtel, il est retrouvé inconscient, on sait pas si c'est ses démons, machin, mais en fait, il était attaqué. Et on arrive à ce match c'est au Royal Rumble. Oui, c'était au Royal Rumble 2009. Donc Edge contre Jeff Hardy, là c'est bon. Là il faut le faire. Donc Edge est champion. Non, Jeff Hardy est encore champion. Okay, excusez-moi. Il va défendre son titre contre Edge. Le match est très bon, très violent. C'est un match échelle encore une fois. Non, il n'est pas échelle, mais il sort des échelles, tout ça. Hardy Boys quoi. Et là, Matt Hardy arrive pour, on va dire, pour sauver le jour quoi, pour sauver Edge et Jeff Hardy des attaques. Pour aider son frère. Jeff. Et là, il lui met un énorme coup de chaise en crâne. Et là, il trahit. Donc là, c'est choc value de fou. Edge devient champion. Matt Hardy, il a une tête, mais genre vraiment démoniaque quoi. C'est vraiment la haine qui transpire de par tous les pores. Et c'est là où il va s'expliquer quand même. Et c'est trop bizarre ces segments parce qu'en fait, il est au milieu du ring avec juste un chrono sur lui, sur une chaise. Et je pense que c'est déjà des débuts d'idées qu'il avait de Broken. On y reviendra, de Broken Matt Hardy, parce que ça a jamais été fait. Où en fait, pendant qu'il fait sa promo dans le ring, il y a une musique un peu angoissante, un peu machin. C'est très bizarre comme segment télévisuel quoi. Parce que il est pas backstage, il y a de la musique backstage, un peu à la Bray Wyatt ou des trucs comme ça. Non, il est dans le ring. Il y a de la musique en fond sur sa promo. Et il parle. Et il dit pourquoi il a fait ça. C'est ça, et qu'en fait, en gros, c'est de la jalousie, et qu'il supportait plus.
parce qu'en fait, il a toujours été délaissé comparé à son frère, que ce soit par les fans, que ce soit par tout le monde, par sa famille. Il est toujours passé derrière. Il est toujours passé derrière, et en fait, là, c'était le moment de trop de le voir champion du monde, alors que c'est lui le grand frère, que c'est lui qui l'a abilité là, que sans lui, Il serait pas. Ouais. Et du coup, il avoue tous ses crimes. Alors, il devrait aller en prison, encore une fois, merci le catch, hein, où il dit, ouais, il a même brûlé la maison de son frère, buté son chien, c'est lui qui a trafiqué les pyros. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. La maison de Jeff a vraiment brûlé, le chien est vraiment mort. C'est pas Matt qui a mis le feu. Non, ça c'est du Ils s'en sont servis. Non mais voilà. C'est vrai que ça avait été loin quand même. Ça avait été loin et vraiment là il avoue tout et tout ça et Jeff Hardy devient dingo quoi. Mais je crois qu'au début il veut même pas se battre contre son frère. Ouais. Il comprend pas, il veut essayer de s'espier mais Matt Hardy le défonce. C'est là où il commence où j'ai entendu beaucoup de gens n'aimaient pas son changement d'outfit. Moi j'ai beaucoup aimé avec la clé. À Matt ou à Jeff? À Matt. Avec la clé. Okay. Où en fait il arrête les pantalons larges. Ouais. Il passe en legging de catch, en tight, et en fait, il a son nouveau symbole, c'est la clé, là. D'accord. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé, moi j'aimais bien où il venait avec un French coat long noir, de le voir en tight. Moi j'aime bien quand le mec tourne heel ou tourne face, il change en fait d'accoutrement. J'aime beaucoup. Et là où je vais revenir sur ce qu'on a parlé en début d'émission, où beaucoup disent que c'était pas terrible. Ouais, c'est ce que je disais et tout à l'heure. Moi, vraiment, j'aime beaucoup leur match. Le deuxième, il est un peu over the top dans la fin, mais le match de WrestleMania, je le trouve très très bon. Je vous conseille d'aller le revoir et pour ceux qui ont un mauvais jugement dessus, d'aller le voir parce qu'il est très violent. Il est vraiment très violent. Il a encore une fois sorti des échelles, tout ça, c'est un match en disqualification. Et puis c'est Hardy. Et ce qui est très bizarre, parce que encore une fois, ils font pas confiance en Matt Hardy et au final, on sait c'est qui va gagner à la fin, mais ils font gagner Matt Hardy à WrestleMania. Matt gagne à WrestleMania. Oui, c'est très bizarre. C'est vraiment très 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 bizarre qu'il y ait Mania. Et justement, j'adore ce finish. Je vous conseille, si vous avez la flemme de taper le match, même si allez le voir si vous avez le temps, c'est le finish. C'est Matt Hardy, il attrape son frère, il lui met la tête dans la chaise, mais pas la chaise dépliée complet. Donc comme pour se mettre assis quoi. Ouais. Et il lui met un twist of fate. Ah ouais, violent. Donc c'est très violent parce que du coup la chaise tombe comme si elle allait se mettre assis, mais ça fait un choc, on va dire un peu comme un marteau pilon quoi. Et Jeff Hardy vend comme un dieu, y a pas de souci. Et Matt Hardy gagne. Et il continue un peu de se chercher et on arrive au match final où c'est un match de c'est un match I Quit. D'accord. Et au bout d'un moment, c'est Jeff Hardy qui reprend la folie et qui voilà, c'est bon, je vais lui casser la gueule, j'en peux plus quoi. Ouais, j'en ai marre. Je vais te défoncer quoi. Et du coup, le spot de fin, il est un peu over the top, mais il est quand même bien fait. C'est il attache Matt Hardy avec des sangles sur une table, il remet une table sur Matt Hardy. Et il saute de la troisième corde. Et en fait, au moment où il prépare, et là, Matt Hardy, il fait non, arrête, Jeff, je suis ton frère, me fais pas ça, I quit. Et Jeff Hardy, comme un bon tapé, il saute quand même. Voilà. De toute façon, le public, il voulait voir ce Ah bah oui, il voulait voir ça. Dans tous les I quit, quand le mec abandonne, il y a quand même le dernier coup qui est mis. Bah, il faut, hein. Il faut, voilà. C'est très important. Alors. Donc là, on est à la fin de rivalité avec son frère, avec Jeff. Et tu vois, moi, maintenant, à ce moment-là, j'ai plus de souvenirs de lui. On est quoi, 2009-2010? On est en 2010. J'ai plus aucun souvenir de Matt Hardy à la WWE. Avant plus tard à WrestleMania, on en parlera à WrestleMania 33. 33, on y reviendra dans le retour. Donc là, qu'est-ce qui se passe avant qu'il parte à la avant qu'il parte de la WWE? Eh ben, en fait, c'est normal que t'aies aucun souvenir, parce qu'il y a rien. Ok. Il y a rien. Ce qui est trop bizarre, c'est que malgré tout ce qu'il a fait, le mec, ça a quand même été l'un des plus gros pourris, quand même, vu ce qu'il a fait à son frère. Ouais. Il tourne face. Ouais. Genre sans raison. Parce qu'en fait, je pense que les fans n'avaient pas envie de le huer. Ouais. Depuis le temps qu'il est là avec les gens qu'il fait. Il avait atteint un certain statut quand même. Un statut, ouais. Pas la légende, mais le mec qui était là quand même depuis 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc du coup, les gens n'avaient pas envie de le huer. Donc on s'en sert en mid-card. Il a une petite équipe avec Evan Bourne pour le moment à SmackDown où je vous conseille d'aller voir où il se casse la gueule. Dans son entrée. Ouais, il fait son entrée avec Evan Bourne. Je sais plus quel show. Si vous tapez Matt Hardy Botch en entrée, je suis sûr que vous le trouvez direct. Où quand il faisait son entrée en tant que face, il se mettait sur la troisième, pas sur la troisième corde, il se mettait sur la troisième corde, mais au milieu du ring, donc pas sur le coin. Et en fait, il mettait une jambe par-dessus, il faisait son signe, et puis voilà. Et là, il le fait, et il tombe comme une merde. Et du coup, c'est marrant à voir. J'essaierai de trouver le gif. Ouais, c'est ça, le pauvre, il se mange un peu le nez par terre, quoi. Ouais. Donc, après, il remonte comme un prince, tu vois, c'est genre, il s'est rien passé, les gars. Ça va les gars, j'ai rien. Merci, j'attendais à ce que tu me dises. Alors ça, c'est un petit message pour Adi. Ouais. Adi, ça c'est pour toi. Ouais. Ça va les gars, j'ai rien. Alors, reprends. Et il sert un peu au push de McIntyre de l'époque, le jeune McIntyre, où il était le Chosen One de Vince McMahon, où il a donné un champion intercontinental, où c'est le McIntyre, alors... J'étais aparté, moi c'est mon catcheur préféré WWE actuel. Je veux pas que t'en parles trop longtemps, parce que Drew McIntyre... J'adore.
Ouais. et il aura son émission. Ah, d'accord. On est Ok, obligé stop. de faire une émission sur Drew McIntyre. Peut-être pas en saison 2, peut-être en saison 3, peut-être, je sais pas quand. Mais je veux McIntyre. Ouais, non, mais Il est- moi, c'est mon catcheur préféré actuel, WWE, pas de débat. Je dis ça, c'est juste, ce physique, quoi. En fait, entre guillemets, dans le physique, c'est le nouveau Triple H, c'est le nouveau Conan le Barbare, Ah, quoi. mais C'est vraiment, il a une classe, il est beau. Drew McIntyre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Là, mais je suis d'accord avec toi. Ah ouais, là, c'est in love de ce type. Je préfère même, je trouve même, entre guillemets, plus beau que Roman Reigns. Tu vois. Différent. Ouais. Roman Reigns, c'est très beau, mais McIntyre fait plus humain. Beau, Ouais. mais humain et plus sauvage. Ouais. Parce que Roman Reigns, je trouve qu'il fait très... pas aseptisé, c'est vraiment un mot... tu vois ce que je veux dire? Pas... C'est un mot un peu dur, mais Roman Reigns, il fait le mec parfait. Quand t'as dit sauvage, j'ai vu dans ma tête Homer Simpson qui faisait oh punaise. Je sais pas pourquoi. Ok. Mais voilà, moi, il pue la virilité, le charisme, le machin, McIntyre. Alors qu'à l'époque, c'était... il était musclé, mais il faisait gringaler, quoi. C'est très bizarre. Oui, c'est vrai que c'est bizarre quand tu le vois dans les 3MB. Et quand tu le vois, quand il revient, quand il revient, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est plus le même, hein. Plus le même du tout. Bah, on y reviendra. Mais j'ai un peu ce même. Après, on continue. Après, on reprend parce que je veux pas que l'émission soit trop longtemps. Mais j'ai un peu eu le même sentiment avec Cody Rhodes. Quand il est parti, je le voyais comme un gringalet. Quand il est revenu, je le voyais comme une montagne. Oui, et surtout que toi, t'as pas suivi la EW, ni son Run New Japan, tout ça, donc du coup, tu t'as pas pu voir la transformation de Cody. Alors que Mais moi, j'ai je la l'impression connais de voir depuis un très longtemps. enfant partir Ouais. et un homme revenir. Ouais, alors que moi, je la connais depuis très très longtemps. Le Cody, je l'ai suivi, justement, à son départ, j'ai suivi tout ce qu'il a fait. La différence de toi. Ouais, ok. On continue sur Jeff sur Matt, pardon. Sur Matt, et donc du coup, notre bon ami Matt Hardy se fait licencier en 2010. Vraiment, ils ont rien pour lui, et lui, en fait, il demande sur son blog, justement, qu'on le libère de son contrat. Il le demande vocalement. Il veut partir, il en a marre. Il veut partir, il a plus envie d'aller sur les house shows, il a plus envie. Puis il a peut-être fait le tour de la question. Non, c'est surtout que sans l'utilisation, il en peut plus, quoi. Ouais. Voilà, on le laisse plus être créatif, parce que là, on arrive justement à l'époque 2010, où là, t'es créatif, tu vas te faire foutre. C'est à l'époque où c'est vraiment l'ère des scripts, quoi. Des scripteurs, où les mecs sont 20 dans une salle face à McMahon, et on va scripter jusqu'à la mort, jusqu'au promo, jusqu'au clignement de cils du bonhomme. Parce qu'on est d'accord, hein. La shoot de CM Punk, c'est pas une vraie shoot. C'est une demi-shoot. C'est une shootwork. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il lui a laissé dire ce qu'il voulait pour que ça fasse shoot, mais c'est quand même dirigé, quoi. Ok. Et je sais pas, le moment où il lui coupe le micro, désolé, on digresse, le moment où il lui coupe le micro, il allait dire vraiment un truc que je pense qu'aurait fait mal, et je sais pas si c'était prévu qu'on lui coupe le micro à ce moment-là, parce qu'il allait parler que la WWE arrête pas de faire comment ça s'appelle, des promotions de ne soyez pas un bully, make a wish, machin, alors que, et ça coupe. D'accord, ouais. Voilà. Je te laisse reprendre sur ça. Du coup, je sais pas comment ça a été utilisé. Ah ouais. On y reviendra parce que c'est peut-être on parlera si ça te va, peut-être dans un pot pourri ou je sais pas trop quoi, des promos légendaires, ça peut être sympa. Ah ouais, mais là il y a de quoi faire. Hein. Ouais, il y a de quoi faire, ça peut être cool de faire en review de certaines promos. À quel point The Agenda sur le moment et leur impact, ça pourrait être sympa ça. Je trouve. Comme ça on pourra parler. Je viens d'avoir l'idée là comme ça. Comme ça on pourra parler de ma promo préférée de toute l'histoire. Oui. Ouais. De Goldberg en 2016 où c'est l'une de mes promos préférées. Bah voilà. Encore une fois, on parlera de Goldberg. En même temps, c'est pour ça que j'ai fait cette émission. Oui. Voilà. Alors, on reprend parce que on reprend et en fait il y a encore beaucoup à dire quand même. Ouais, là en fait c'est à ce moment-là où il est en ballottage entre toutes les fédérations. Alors juste, il faut bien comprendre qu'à partir de ce moment-là, c'est Messiah qui prend le relais parce que moi, à partir du moment où il est en dehors de la WWE, Tu sais pas. je suis incapable de dire quoi que ce soit. Ouais. Donc moi je vais pas rentrer hyper dans les détails parce que je le sais dans les grandes lignes, mais j'ai pas suivi ces parcours-là. C'est à ce moment-là en 2010 au niveau du travail, tout ça, j'avais moins de temps de regarder autant de catch et c'est à peu près on va dire mi-2014, 15 où je me suis très intéressé au Japon. Donc du coup, je mettais beaucoup de côté les États-Unis et que je commençais à regarder vraiment beaucoup de catch japonais. Donc notre bon Matt Hardy, en fait, il est en ballottage entre les fédérations, entre la TNA, la Ring of Honor, tout ça. Il crée des très bons persos, encore une fois, créatifs. Il y a un perso qui a servi à pusher Kevin Owens, Kevin Steen à l'époque à la Ring of Honor, où Matt Hardy était Big Money Matt. Il s'en est même servi plus tard à la EW, parce qu'à la EW, il a fait un pot pourri un peu de toutes ces gimmicks. Et en fait, c'est vraiment l'ancien WWE qui est millionnaire, quoi, et qui met son pognon à tout le monde, qui est un peu leader de clan. Il se promenait avec je sais plus c'était quel bonhomme qui était avec lui, qui avait des pancartes, en fait, où il disait des saloperies. Donc ça, c'est tout ça. à la Ring of Honor. Ring of Honor. Mais malheureusement pour notre bon ami Matt, c'est une très sombre période pour lui. C'est au niveau là, les deux Hardy, c'est là où ils sont au plus bas de leurs addictions et de leurs démons. Je vais faire ces petites anecdotes.
Je pense que certains l'ont vu parce que Mr. Hawkin en fait mention dans un de ses icebergs du catch. Ils font une promo à charge contre CM Punk où ils sont défoncés. Ils sont défoncés, c'est dans le Hardy Show, ce que tu parlais, où les deux sont dans un diner. C'est Jeff Hardy qui se lâche sur CM Punk. Il est déglingué et d'un coup il se retourne pour demander l'avis à son frère. Matt Hardy, il n'arrivait pas à ligner deux mots. Quoi. C'est genre, c'est un dumb jackass. Vraiment, C'est impressionnant quand même parce que Matt Hardy, j'ai moins vu qu'il était qu'il était affecté aussi. Non, vraiment, parce que je pense il avait toujours Lita aussi. Hein. Ouais, par la tête. Je reviens sur ce que je dis, c'est vraiment ça a été lui, je pense, c'est un des gros drames de sa vie, c'est cette histoire d'amour. Mais il va se reprendre. La TNA il lui avait laissé le temps de se soigner un peu machin. Ils vont le reprendre. Où il intervient justement pour attaquer son frère. C'est à ce moment-là aussi en coulisses où il rencontre sa nouvelle femme, qui est sa femme actuelle, Ruby Sky, où ils vont même avoir 3 enfants et tout ça. Et c'est justement ce nouvel amour et le fait d'avoir des enfants qui va totalement changer, où vraiment il aura plus de démons après ça. Ah voilà, d'accord, ça a été une période un peu... Ouais, vraiment ça l'a sauvé en fait, de faire une famille. Et je pense que, comme on a dit, il a perdu son père jeune, tout ça. Je pense que on le voit dans... Je vais en parler quand on va arriver sur quand ça s'appelle la gimmick de Broken, parce qu'on voit sa famille. Il en a fait des personnages. Et du coup, on voit que le gars, c'est un papa. C'est un papa poule, quoi. On voit qu'il aime ses enfants. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Devenir papa. Et ça, c'est là où il va toucher son premier gros titre de champion du monde. À la TNA. À la TNA, parce que, quand même, le championnat, on peut dire ce qu'on veut. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas la TNA, mais c'est quand même une fédération qui existe toujours aujourd'hui. C'était à l'époque d'Impact, hein. Maintenant il se rappelle de TNA. C'est une fédération qui marche très bien. C'est la 3e fédération aux États-Unis, hein. Oui, c'est la 3e. Le titre Impact, c'est un héritage du titre NWA. C'est quand même c'est pas un titre de merde. Hein, de toute façon, il suffit de voir qu'aujourd'hui, la WWE n'est pas fermée à travailler avec la TNA. Ils sont même plus que pas fermés parce que le partenariat, il est acté. Je serais pas surpris, on tourne 2 jours avant le Rumble. Ouais. Je serais pas surpris de voir Joe Hendry, par exemple, oui, c'est sûr. Et dans le Rumble féminin, vu qu'ils viennent de la signer, je pense que Jordan Grace réapparaîtra. Elle était dans le dernier Rumble. Elle était dans J'ai adoré son impact. Alors, désolé, on fait une petite digression. Vite fait, parce que sinon, on s'en sortira pas. J'adore cette catcheuse, elle a un physique. Je préfère Jordan Grace à Jet Cargill. Elle s'est catchée. C'est une catcheuse. C'est ça la différence. Mais je parle physiquement, elles sont toutes les deux jacked. Ah oui, jacked. Elle est plus petite. Jacked, mais Jordan Grace est plus petite. Mais j'adore Jordan Grace. Mais je vous conseille d'aller la suivre sur Twitter parce que elle a eu quelques fois des pauses. Désolé, après je m'arrête là. Elle a eu quelques fois des pauses en catch parce qu'en fait, elle a fait des trucs comme Mister Universe. Ah ouais. Donc ça veut dire d'avoir un physique. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Gras, c'est impressionnant à voir. C'est vraiment... Physiquement, c'est. c'est un bœuf. Hein. Et elle est en couple avec un énorme catcheur du circuit indépendant qui est génial et qui est catcheur en France pendant très longtemps, qui s'appelle Jonathan Grisham. D'accord. Qui est le 3e plus grand catcheur technique reconnu de la planète. D'accord, c'est pas n'importe qui. Après Zack Sabre Jr., Daniel Bryan Ellison et il y a Jonathan Grisham. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un très beau couple de catch. On reprend. Allez. Donc Matt Hardy, il devient champion du monde de la TNA en battant EC3, Ethan Carter 3, dans un double turn, justement. Lui, je trouve que c'est le catcheur qui a un charisme de poule. Je suis désolé, hein, mais Ethan Carter 3... Moi, je trouve qu'il a un très beau physique. Ouais, mais quand tu vois son visage et ses expressions faciales, j'ai l'impression que c'est le vide entre ses oreilles. Moi, je pense que tu l'as vu que NXT, toi. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, il était trop gros. Ouais, trop, que si tu le piquais, tu faisais exploser la seringue, quoi. Et du coup, le mec, on a l'impression qu'il avait plus d'expression, plus rien. Alors qu'à la TNA, il est très bon. Ouais, d'accord, ok. Je trouve que c'était vraiment un bon push. D'accord. Pas dans le ring, il est moyen plus. Mais vraiment, son push où c'est le neveu de Dixie Carter. D'accord. Dans les storylines. Ouais. Et du coup, je trouvais que son push était intéressant et c'était un bon personnage. Bref, on s'arrête là. Donc il continue tout ça, alors il s'arrête un petit peu parce que je crois qu'il est blessé. Et là, il revient. En broken. Mais on comprend pas. En fait, il vient, il attaque son frère, où il arrête pas de l'appeler Brother Nero, donc il commence à avoir la mèche décolorée. Blonde. Plus blonde, complètement tout décoiffé avec la coupe vraiment à la Cossé le clown. Vraiment, il est fou, dangereux. Il commence à parler et il prend un genre d'accent anglais mystique. Tu me laisseras te poser une question après. Ouais. Et vraiment, ses promos sont exceptionnels. Le gars, il se réinvente totalement, mais complètement fou. Et ça arrivait avec son frère, les gens comprenaient pas trop. Mais je me souviens que je lisais beaucoup de forums à l'époque et tout, ils disent, mais ils ont pété un câble. Alors, c'est quoi ça? Parce que, en fait, on va le dire tout de suite, c'est lui qui a inventé les cinématiques match
qui ont été popularisés durant l'époque du Covid. Ils ont pas catché chez lui. Si, les Final Edition. Ouais. Voilà, les Ultimate Edition, les Final Edition. En fait, c'est là où il a commencé à créer le Hardy Compound. Donc, c'est son domaine. Donc, là où il y a sa maison, tout ça. Et vraiment, il a créé tout un univers un peu chelou. En fait, le mec, en fait, pas dark, un peu non, c'est dérangé. Non, c'est psychédélique. Psychédélique, ouais, bien. Voilà, parce qu'en fait, le Broken, en fait, c'est que, en fait, lui, il a été cassé. Mais en fait, toutes ses vies antérieures, en fait, ont pris le dessus. Et on fait un mélange. En gros, c'est un peu ça, cette gimmick. Elle est vraiment très bizarre. Et c'est inédit, original. Il n'y a personne qui a fait ça. Ça vient de lui, hein. Et là, c'est après leur fameux retour à WrestleMania 33, là? Non, on est avant. On est avant. Justement, le retour à WrestleMania 33, il vient avec la mèche blonde. C'est, pour surfer là-dessus, je vais y revenir. Ok, non, c'est pour ça va. Donc, les matchs, ils commencent à faire des matchs un peu bizarres avec des caméras, des trucs comme ça. Donc, les cinématiques matchs, ils commencent à arriver. Et tout est un délire. Son homme de main, j'ai plus son nom, il est à pisser de rire. Il a comment ça s'appelle, le Broken Vanguard, le Hardy Vanguard, où il a son drone qui filme et qui intervient et que c'est la protection de sa maison. Tu vois, je vais dire un truc très bête, mais quand on a parlé tout à l'heure d'eux au tout début de la vidéo, on disait que c'était un peu les groupes punk. Tu sais, Sum 41 League. Ouais. Et là, quand tu parles de ça, psychédélique et tout, j'ai l'impression de voir le groupe Pink Floyd. Ah oui, ouais. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si tu peux voir je vois un peu l'analogie. le parallèle, tu la vois vision que t'as, je vois un petit peu. Et du coup, c'est des matchs un peu bizarres, où même justement, ils font apparaître un bébé en plastique. C'est vraiment très, 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 très chelou. J'ai pas tout, comme je te dis, j'ai pas tout en tête, mais c'est ultra innovant, ultra inédit. Vraiment, c'est un truc, c'est là où on dit que c'est vraiment là où les gens ont commencé à s'en rendre. Ah oui, Matt Hardy, niveau créatif, il est fou. Je vais te poser une question. Ouais. J'ai besoin de t'y répondre. Est-ce que, à ce moment-là, c'est pas la plus grande star du catch aux USA hors WWE? Oui. Franchement, ouais. Et peut-être même au-dessus, au niveau de ce qu'il a apporté aux fans de catch. Je dis bien, il touchait pas le mainstream, pas trop le mainstream, mais il touchait les fans de catch à un point au-delà de tout. Même les fans de WWE s'intéressaient à ce que faisait Matt Hardy. Ouais. Donc vraiment, on se rend pas compte, quoi. On se rend pas compte. Il était vraiment, vraiment hot. On parlait. Moi, je me souviens, je te dis, j'allais sur les forums, des trucs comme ça, on ne parlait que de Broken Matt Hardy. Ouais, c'est un truc de dingue. Voilà. Et du coup, là, c'est là où Jeff Hardy va être vraiment mis un peu en dessous, où ce sera plus ou moins il va être en rivalité. Ensuite, après la Final Edition ou l'Ultimate Edition, je sais plus lequel, il rejoint son frère, ou il l'appelle Brother Nero, qui est un de ses personnages, le personnage de Willow. Ouais. Et en fait, du coup, il reprend un peu ce personnage de Willow, mais il se fait appeler Nero, qui est son deuxième prénom à Jeff Hardy. Ouais. Et en fait, il devient un peu la marionnette de son frère, du Broken. Donc c'est Jeff qui est un peu soumis à Matt. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui est bizarre dans ces matchs cinématiques et tout ça, c'est qu'en fait, il casse les quatrièmes murs tout le temps, en fait. C'est tellement psychédélique. Il fait apparaître des catcheurs de leur ancienne vie. Il fait apparaître des anciennes gimmicks à lui. Il fait apparaître des anciens catcheurs. T'as des Shannon Moore, t'as des Shane Helms et tout qui interviennent à des moments improbables où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Finalement, le match de John Cena, Bray Wyatt c'est totalement inspiré de C'est totalement inspiré de en ça. fait, tous les cinématiques matchs que WWE a fait, c'est vraiment une influence énorme faite par Matt Hardy. Clairement. On arrive vers la fin de son run, il arrive à se réinventer aussi dans cette gimmick où au bout d'un moment il est amnésique. Il utilise l'angle de l'amnésie comme on l'utilise beaucoup dans les séries où du coup il essaie de redevenir un peu Matt Hardy, un peu on sait pas trop, mais du coup il repète les plombs. C'est ultra intéressant. Et en fait ils sont tellement hot qu'ils demandent une revalorisation de salaire à la TNA, qui était dirigée par Anthem à l'époque, qui refusent et qui veulent même baisser leur salaire. T'as un truc super pertinent. Ouais. Et que les mecs, mais tu veux baisser, je comprends pas la raison, mais moi, est-ce que la TNA considérait pas que c'était plus grand qu'eux? Impact, ouais, Anthem, est-ce que le groupe Anthem? Là, c'est plus Anthem. Est-ce que le considérait pas que c'était plus grand qu'eux? Ouais, je sais pas. Et du coup, que ça leur faisait plus de l'ombre. Donc, ils reviennent à Ring of Honor, ils catchent un peu partout, et en fait, ils commencent à refaire les discussions avec la WWE. Mais c'est un gros bordel juridique, parce qu'en fait, la TNA disent, non, mais vous avez pas le droit d'utiliser cette gimmick en dehors de chez nous. Broken Hardy, c'est à nous. C'est à nous. Et Matt Hardy fait, vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est moi qui ai tout créé. Je l'ai créé de A à Z, donc non. Donc ça a été un gros bordel juridique, tout ça. Ça te fait pas penser un peu à l'histoire avec Scott Hall et Diesel? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et c'est ce qui explique, parce que là on va arriver au retour à la WWE, où ils arrivent à se mettre d'accord, où en fait Matt Hardy n'utilise pas la gimmick de Broken pendant longtemps, parce qu'en fait le procès n'était pas fini. Donc il n'avait pas le droit de l'utiliser en dehors. Parce que même si le jugement n'était pas fait, comme c'était en cours, il n'avait pas le droit. Tu pouvais pas t'en servir avant. Il pouvait pas s'en servir. Donc on arrive à WrestleMania 33, qu'on avait regardé en live ensemble. Ouais. Et j'en reviens pas que ça fait presque 10 ans. Ouais. Petite anecdote, je me souviens.
T'étais du soir. pété comme un Je me âne. souviens pas de Taker, le main event de Taker Roman T'étais Reigns que fumé comme un saumon. j'ai dû revoir le lendemain parce que on a fait une soirée un peu arrosée et j'ai dû aller travailler derrière. En plus, Ouais. en nuit blanche, Ouais. je sais pas comment j'ai fait. Non, bah personne le sait. Personne ne le sait. Mais donc du coup, j'ai dû me retaper Undertaker Roman Reigns parce que j'en avais aucun souvenir. Quand tu t'étais mis bien. Mais t'es mis bien. C'était à l'époque où je buvais encore. Ah, maintenant on est trop vieux. Ouais, c'est ça. Maintenant, je peux Ah non, je bois maintenant, je tout. m'en remets plus. Non, je peux te panacher, je suis éclaté. Je suis éclaté. Et l'alcool, il y a du sucre et le sucre n'est pas bon pour ma santé. C'est pas faux. Donc j'aime bien comment ça a été fait. Ça a été une grosse surprise. C'est l'une des plus grosses notes de la soirée. C'est un match à échelle. Ouais, où le New Day font croire que c'est eux qui vont aller catcher. C'est ça. Il y a dans le match, donc, il y a The Bar, les Usos. Ouais. Là, me demande pas, là. Et la dernière équipe, je me souviens plus. Et en fait, le New Day était les hosts du show. Et en fait, ils viennent et on pense que c'est eux qui vont venir dans le match. Et il y a des sifflets. Quand le New Day se dirige vers le ring. Ouais, ils sifflaient. Et là, ils introduisent le retour des Hardy Boys. C'est la Pop- folie. Pop de fou. Ils gagnent le match. C'est la Forcément, folie. T'es obligé de les faire gagner. Tu sais ce que je me suis dit quand même le soir-là? Ouais. Ils ont vieilli quand même. Ah oui, ils avaient pris un coup de vieux. Ouais. Et c'est là où je vais aller très très vite. Ce run de Matt Hardy WWE, c'est une catastrophe industrielle. Parce que la WWE, de toute façon, ne voulait pas utiliser Broken comme il fallait. Ne voulait pas. Parce que McMahon, c'est pas lui qui l'a fait, donc ça l'intéresse pas. Donc du coup, ils ont fait leur run par équipe, une bonne rivalité avec The Bar, mine de rien. Et au bout d'un moment, Matt Hardy commence dans des segments, commence à péter les plombs, justement à montrer son personnage de Broken, qu'ils vont appeler Woken, parce que c'est l'éveillé, donc Woken, voilà. Ça, on peut pas reprendre le nom Broken était trop cool, il faut qu'on le change, quoi. Tu vois, c'est comme, heureusement que Triple H a remis War Raider, mais de base, les mecs s'appelaient War Machine, ça pétait la classe, et on les a appelés Viking Experience. Super. Voilà, allez vous faire foutre, quoi. Top. C'est pas nous qu'on a inventé, va te faire foutre. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils font ça avec Matt Hardy. Il se met en rivalité avec Bray Wyatt, qui était à l'époque utilisé comme là. Pareil. En fait, on les met ensemble, les deux créatifs, on les fout ensemble, mais on les respecte pas. Ouais. Vraiment, on les respecte pas, on les utilise comme de la merde, ça amène à rien. J'ai le droit de dire que je trouve que Matt Hardy, en termes de créatif, il est à un monde devant Bray Wyatt ou pas? T'as le droit, et je te rejoins. Quand même. Même si Paix Wyatt à son Family, âme, c'était Bray super. Wyatt, et que c'est un excellent créatif, et qu'il a un univers à lui qui est génial. Peut-être on en parlera un jour. Je vais pas donner mon point de vue, je vais laisser le suspense. Ouais, c'est bien. Mais du coup, ils utilisent comme de la merde. Évidemment, Matt Hardy se blesse, il revient pour aider Bray Wyatt dans la Battle Royale, la kick-off de WrestleMania. Vraiment, c'est... Et là, moi, j'ai l'impression ça que tu varie. fais un peu pourri, tout pourri. Tu vois? Ouais. Là, Ah oui, y a rien à dire en fait. Moi, de toute façon, ce que je te disais, je me rappelais plus de, après la rivalité avec Jeff en 2009. Ouais. Je me rappelle du retour. Comme je suivais pas la Ouais. TNA, je me rappelle du retour à WrestleMania. Et après, moi, ça repart dans les limbes. J'ai quelques souvenirs de Woken à la Ouais. WWE. Ou Et c'était que nul. c'était à chier. C'était à chier. C'était à chier. Et beaucoup de gens ont pété les plombs parce qu'ils avaient suivi tout Broken et ils se sont dit, mais attends, c'est quoi ça, quoi? McMahon, on avait rien à foutre. Jeff Hardy, s'en sont un peu mieux servis. Il a beaucoup servi durant l'époque du Covid avec sa rivalité avec Orton et tout ça, c'était vraiment sympa. Et Mais puis, alors c'est que Jeff Matt- Hardy, quoi. Voilà, c'est Jeff Hardy, alors que Matt Hardy, rien du tout. Donc, Matt Hardy, durant le Covid, il se barre, il s'est viré, il se casse. Et en fait, c'est là où il apparaît à la AEW. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il apparaît durant l'époque du Covid. Donc, vraiment, au moment où les salles étaient totalement vides. Et il vient, on pense que c'est lui qui est le chef du Dark Order. C'est un clan très connu à la De la AEW, ouais. Je rappelle, Thomas ne connaît pas la AEW. Non. Il n'a jamais suivi. Donc, Mais du coup, de toute c'est vrai façon, qu'il est sympa. comme je l'ai déjà dit dans des commentaires, je suis très content de notre duo où c'est toi justement le connaisseur et moi je suis un peu là pour Oui. essayer de... Et de temps en temps, je lui montre des matchs ou des Ouais, c'est rivalités vrai. sympas pour un peu égayer un peu la culture, on va dire. C'est vrai. catchesque. Mais donc du coup, on s'attend à ce que ce soit lui le chef du Dark Order, le Exalted One, parce que ça collait en plus Exalted One, Matt Hardy, on y pense. Il s'avère que dans le même show, Exalted One est révélé et c'est paix à son âme, un catcheur que j'adore, mais vraiment paix à son âme, c'est un drame, c'est Luke Harper. Ah merde. Donc Brody Lee, c'est Brody Lee qui devient le chef du Dark Order, qui va avoir une rivalité exceptionnelle face à Cody Rhodes à l'époque, à l'UW et tout ça. Et en fait, dans le main event, The Elite donc The Elite, donc Kenny Omega, les Young Bucks, tout ça, ils sont en rivalité avec l'Inner Circle, qui est le clan de l'un des premiers gros clans de Chris Jericho. Ouais, ok. Et en fait, ils disent, on a un allié inattendu face à toi. Et là, Matt Hardy apparaît dans les gradins, et il se téléporte à plusieurs endroits des gradins. Et du coup, c'est rigolo, hein, c'est vraiment, et on le voit, delete, avec sa tête de fou à claquer des dents. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez le Broken, c'est qu'il claque des dents. Donc Il fait des quand il va à la EW, Ouais. il garde le personnage de Broken. direct, et
En fait, ce qui est marrant, et c'est un match que je te montrerai un jour, Ouais. parce qu'il est vraiment fun, parce que c'est un mix cinématique match, mix vrai match. On arrive à ce match 5 contre 5, Inner Circle contre The Elite, avec Matardi dedans. Il y avait Hangman Page, Hangman Page, qui est probablement un de mes catcheurs préférés actuels aussi. Ce match, c'est un énorme bordel, ça s'appelle le Stadium Stampede, donc ils vont s'affronter dans le stade vide de Jacksonville. Ok. Que Tony Khan, le père de Tony Khan, il a l'équipe de Jacksonville. Donc ils sont dans l'énorme stade. Voilà. Et c'est un énorme bordel, c'est à moitié cinématique, ça part en couille. C'est un spot fest rigolo, il y a de tout. Adam Page vient en cheval parce que c'est un cow-boy. Matt Hardy il tente avec une voiture de golf qu'ils ont réutilisé, la WWE se sont inspirés de ça avec Kevin Owens et Roman Reigns. Le Matt Hardy il est au bord de tuer Sammy Guevara avec sa voiture de golf. Vraiment il va l'écraser. Hein. Et en fait Matt Hardy, au bout d'un moment il se fait attaquer par deux des gars de Chris Jericho, il le plonge la tête dans l'eau et en fait à chaque fois qu'il sort de l'eau il change de gimmick. C'est cool. Voilà, c'est ça. C'est classe. Ça. Donc c'était un peu sympa, vraiment ultra créatif et tout ça. Ah bah parti. Et malheureusement, il a été très bien utilisé au début. Après, il a servi à faire monter les jeunes. En arrêtant les gimmicks de Broken, il a des petits jeunes qui sont encore à la WWE aujourd'hui, qui s'appellent Private Party. Pour te dire, c'est un peu des Street Profits. Ok. C'est à peu près le même principe. Ok. Mais avec une gimmick de Tougher, en fait, de la Private Party. Ouais. Et en fait, il va les prendre sous son aile. Là, il redevient un peu le Matt Hardy classique. Il va tourner heel, il va sortir de nouveau Big Money Matt, aussi pareil pour faire monter ses combats, tout ça. Il va vraiment servir en tant que faire monter les jeunes. Ok, ouais. Mais lui, il est vraiment pas pertinent, on va dire, l'utilisation. Et en plus là, au niveau physique, il commençait vraiment à galérer. À souffrir. J'avais oublié qu'il fait un Ultimate Deletion aussi face à un Inner Circle. Vraiment match, vraiment dans le Hardy Compound dans sa maison. Cinématique, ouais. Voilà, vraiment le cinématique machin qui est vraiment très cool aussi à voir. Il est vraiment fun, un peu violent. Et en fait, ce qui a fait qu'il est devenu un peu manager, c'est justement dans sa rivalité avec Sammy Guevara, le fameux Sammy Guevara que je te parle, qui était un des protégés de Chris Jericho. Il a un bump horrible, le match est arrêté. En fait, il tombe d'un haut d'un forklift un peu, mais tu sais les forklifts en genre, tu sais qui ont la forme d'un ressort, le truc qui va vachement haut, tu sais les trucs de chantier. Et en fait, il tombe avec Sammy Guevara de là, et il s'éclate la tête dans le béton. Mais legit. Ah oui, d'accord. Ah, okay. C'est terrifiant à voir. Et du coup, j'ai arrêté le match, forcément. Et en fait, derrière, du coup, il prend un peu du recul, parce que là, il s'est quand même pris un sacré choc, quoi. Et il fait manager, mais il est pas pertinent. L'utilisation est de plus en plus éculée, même les gens ont pas trop envie de le voir. Tony Khan signe son frère. Donc, pour faire plaisir. Ouais, pour faire plaisir, on les met un peu en équipe et tout, mais vraiment, c'est un peu ce que je reproche à Tony Khan, on en parlera peut-être dans d'autres émissions, c'est que j'ai l'impression que Tony Khan recrute des catcheurs, parce qu'il a la possibilité de le faire, il a le pognon, mais en fait, il les prend un peu certains pour des jouets, donc il va les mettre un peu en avant, et dès que ça le lasse, rien à foutre. Mon grand-père disait souvent ça avec les clubs de foot, que des fois des clubs recrutent des joueurs juste pour que des autres clubs ne les aient pas. Ouais, j'ai l'impression que Tony Khan fait un peu une McMahon inversée, et qu'en fait, on a l'impression qu'il va mieux les utiliser, mais on a une bonne liste, et c'est souvent des anciens WWE, bizarrement. Tu vois, les mecs qui ont été créés. On avait parlé de Malakai Black, par exemple. Malakai Black, Miro, Rousseff, très mal utilisé, Andrade. Ouais. Vraiment, c'est des mecs, du coup, Matt Hardy, Jeff Hardy, très mal utilisé. Dommage. Et leur situation contractuelle, là, c'est justement, genre. 2024, s'arrête, je crois. S'arrête, donc du coup, là, il vient même plus au show, il est Jeff Hardy, parce que lui, son contrat est déjà fini, je crois. Matt est fini, ouais. Mais il attend Jeff Hardy. Et je crois qu'il a dit qu'il aimerait bien terminer sa carrière à la WWE. C'est ça. Et là, en ce moment, ils sont utilisés à la TNA. Beaucoup. Ils ont été champions par équipe, dans un des gros shows. Puis ils étaient pas un moment avec Joe Hendry aussi. Si. Voilà. Tout ça, ils sont assez réguliers à la TNA dans le show, et ils ont des bons matchs. Mais comme aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, la porte est ouverte entre la TNA et la WWE. C'est ça. T'es pas à l'abri que le jour où les mecs décident. Franchement, on verra ce qu'est le futur est pour eux. Mais, moi, je serais Triple H, Matt Hardy, je le prendrais déjà, en backstage. Tu sais quoi? Je pensais à ça dans ma voiture en préparant l'émission. Ouais, je le prendrais. On dit le mec, aujourd'hui, il a 50 ans. Je le prendrai en scénariste. En scénariste ou pour encadrer les jeunes en rôle d'agent. Ouais. Je pense que ce serait super. De le faire apparaître de temps en temps. De le laisser être créatif, de le laisser apparaître. Parce que là, oui, là maintenant, on va pas lui donner un run de champion et tout, surtout que... Non, mais par contre, moi, tu vois, ce serait une de mes déceptions si ces mecs-là, alors, Matt est un peu plus âgé que Jeff, mais ces deux-là doivent avoir leur dernier match. Enfin, le jour où Matt décide d'arrêter vraiment d'être catcheur, il doit avoir son dernier match à la WWE. Oui, il peut avoir un dernier match, dire j'arrête pour la TNA, j'arrête pour... Mais il faut que son dernier match soit à la WWE. Et là, je pense que vraiment, les Hardy, vraiment avec Vince, il est plus là. Je pense que Triple H, il sera ravi de les revoir dans la maison de WWE. Oui, et puis
Et puis les mecs, aujourd'hui, tu peux leur donner un match par équipe à un WrestleMania. Alors peut-être pas celui qui vient, mais dans un an ou deux, quand ils décident vraiment d'arrêter. Ouais, Mais les mecs, ouais, comme tu dis, je pense qu'en roue d'agent, ce serait super. ouais. Et En créatif, en fait. en créatif, ouais, il mériterait de Franchement, terminer il comme ça. mériterait, parce Hein, que le mec, même encore maintenant, il est pertinent. Ouais, Hein. bien La sûr. TNA, il sait très bien se servir, il sait très bien se vendre. Puis tu le fais venir à un moment, tu vas avoir le Wyatt Six peut-être qui va apparaître. Tu peux le mettre arbitre J'ai pour un vu comme match. quoi il a tu tuté peux- là-dessus qu'il aimerait bien justement bosser avec Ouais, en créatif, par contre. avec Bodalas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, de les voir comme ça, et puis ce serait un beau clin d'œil. Alors, ce serait quand même, par contre, le jour où ils arrêtent, enfin surtout lui, ce serait quand même un sacré partie de notre jeunesse qui s'en va quand même. Ah bah oui, lui en fait partie aussi. Bien Là, par contre, je te dis, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu son âge. sûr. Ouais. Est-ce que tu as encore des choses à dire? Parce que moi, j'ai deux Non, questions à te poser. on a fait le tour. Alors, je vais te poser la question qui fait mal au cul. Ouais. Est-ce que tu considères pas que Matt Hardy est peut-être l'un des catcheurs les plus sous-estimés de l'histoire du catch américain? Bah, je vais même pas réfléchir. Oui, Oui. totalement. C'est Totalement. l'un des mecs les plus sous-estimés par les fédérations, surtout la WWE, au niveau des créatifs, au niveau des machins, parce que je pense que les fans auraient accepté de le voir plus haut, et ils le voulaient à certains moments, surtout quand on en parle en 2005. Il est ultra sous-estimé, parce qu'en plus en ring, il était très bon, vraiment. Parce que Jeff Hardy est plus flashy. Donc souvent, on se souvient du in-ring de Jeff Hardy. Mais Matt Hardy, dans le ring, c'est vraiment, il est solide, mais très solide même. Vraiment, et je pense que si on l'avait laissé main eventer, il aurait pu montrer encore plus. Tu vois, si on avait laissé faire des matchs longs, le machin, tout ça. Il sait se mettre en avant. Il sait se mettre en avant, le gars, il s'est toujours réinventé, c'est l'un des mecs qui s'est le plus réinventé dans le business. Le mec a quand même, avec la gimmick de Banquet de Matt Hardy, le mec a inventé les cinématiques match. Il a révolutionné le catch, en vrai. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas. Moi, beaucoup disent que c'est pas du catch. Ça peut se concevoir. C'est un truc que je conçois et que j'entends. Moi, je trouve ça fun. En Ouais. vrai, moi, j'aime bien les cinématiques match. Par contre, il faut. Quand période Covid, WWE, ils en ont abusé, il y en avait trop. Ouais, voilà, c'est le problème, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça. De toute façon, WWE Vince, dès qu'il y a un truc qui marche, on va t'en faire vomir, quoi. Voilà, il faut qu'on te le claire dans la gorge jusqu'à ce que t'en dégueules, tu vois. Alors que Matt Hardy savait s'en servir à bon escient. bon escient. Ça amenait toujours quelque chose de huge au final. Non, mais c'est super, et je veux finir sur ces mots-là, sur lui, sur Matt Hardy. Ouais. Et j'ai une autre question. Oui, t'avais une autre question. Ouais. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on est vendredi, vendredi 31 janvier. Le Rumble, c'est le 1er, c'est le 1er février, c'est demain. C'est demain. La vidéo, elle est diffusée lundi, donc dans 3 jours. Tu me donnes un petit vainqueur du Royal Rumble comme ça pour rigoler? Les deux, du coup. Et féminin Ouais, et masculin? Bah, féminin, Alors- je sais ce que tu vas dire. Alors féminin, je pense, pour moi il y a deux choix qui se dessinent, mais on va dire mon pronostic va vers Charlotte Flair. Ok. Voilà, vu comment c'est buildé, vu comment c'est ça. Et pour le masculin? Et pour le masculin, en vrai les amis, je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un Rumble Ouais. aussi difficile à prédire. Ouais. À part le 2022 pour Havas qu'ils ont fait gagner Brock Lesnar. Ouais. Là, par contre, pareil, on savait pas qui allait gagner. Ouais. Là, vraiment celui-là, je vais y aller avec CM Punk. Ok. Pour moi, qui est le mieux construit, buildé pour le gagner. Alors, si Messiah a raison, que vous êtes à ce point-là, vous, quand vous allez écouter cette émission, vous savez le résultat. Ouais. Si Messiah a raison, vous vous abonnez et vous lui dites qu'il a raison. Et s'il a tort, vous abonnez Quand même. et vous lui dites qu'il a tort. Mais voilà, on est aujourd'hui, encore je le redis, on est à 49 abonnés les amis. Franchement, la chaîne, elle grandit bien. Donc je vous demande de continuer, franchement. Ça nous c'est fait vraiment super plaisir et ça cool. nous motive. Ça motive à mort, ouais, On c'est a, vrai que... Vous êtes pas prêts d'arrêter de nous entendre. Ouais, parce que qu'on on a est- fait le point avec Thomas. Ouais. On a, combien? 12 ou 15 sujets d'émissions déjà. Ah bah là, déjà, la saison 2, moi, elle est écrite. Enfin, Ouais. elle est prête. Elle est prête. Donc, au fur et à mesure que ça va avancer, voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus... On s'en sort mieux en termes de par rapport aux premières. Oui, parce qu'on a, je me rappelle, on est, moi je suis à ma demi-trentaine et Thomas se rapproche un peu plus au-dessus. Ouais, de la quarantaine. La quarantaine. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit en bas âge, donc on a moins le temps qu'on voudrait. Moi je travaille très loin, je fais beaucoup de routes. Voilà. J'ai un métier quand même assez physique et on n'a jamais fait d'internet. Ouais. Donc, du coup, moi j'ai les connaissances, Thomas, voilà, on a toujours discuté, on se connaît depuis plus de 15 ans quand même, hein, je précise. Et c'était un peu compliqué au début parce que de parler devant un micro, C'est pas facile, comme ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en début de vidéo, puis on va terminer sur ça. Ceux qui n'ont pas envie de nous écouter à ce moment-là, vous pouvez couper parce qu'on va plus parler de catch pendant Non, les 2-3 minutes qui viennent. regardez jusqu'au bout pour le watch time. Ouais, c'est gentil. Non, mais en fait, c'est vrai que aujourd'hui,
d'avoir une cinquantaine d'abonnés, ça peut paraître très peu hein, pour des grands youtubeurs, pour des trucs. Nous, on est quand même sur un concept spécial, sans aucun montage ou très peu, parce que j'ai essayé de faire un peu de montage du générique. Aujourd'hui, on a Mais les on est shorts. vraiment dans un format podcast sans Voilà. coupure. Il y aura, voilà, le but. Tout à l'heure, on a eu la petite erreur parce que le petit a pleuré, mais je veux dire, voilà, c'est pas dérangeant en soi. Je le laisse pleurer. De toute façon, c'est bon, il va pas nous embêter pendant qu'on tourne, merde. Je plaisante. Le jour où il va écouter ces vidéos, quand il sera plus grand, je vais en prendre plein la gueule. Non, mais par contre, c'est vrai que la force que vous nous donnez. Aujourd'hui, même Kane, que je trouvais qu'elle avait commencé un peu à bider, ben non, elle va passer les 100 vues comme toutes nos vidéos, sauf Goldberg, qui est un truc complètement disproportionné. On a 250 vues. En même temps, celle-là, tu la voulais. Ouais, On non, l'a mais- depuis le début et on l'a bossé. Aujourd'hui, moi, quand je vois que, et je vais finir Et vous sur ça. nous le rendez. Voilà. C'est ça qui Quand est je bien. vois sur ça que je me couche je me réveille, je me couche le soir, je me réveille le matin, il y a 10 heures de vidéos qui ont été visionnées sur tous les podcasts. Oui. Il y a des mecs qui se sont tapés nos vidéos pendant 15 heures une journée. Parce que je le vois. Donc je me dis, ouais, vous êtes des grands malades, Ouais. mais c'est super Ben, sympa. nous, ça nous fait plaisir de ouf. c'est cool. hein. Et quand je vois certains commentaires, on en a eu un pendant qu'on tournait cette vidéo, on va lui répondre d'ailleurs si ça lui fera un petit clin d'œil. Non, franchement, c'est cool et moi, ça me donne envie de continuer. Et pareil. Mais ça y est, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Thomas. On a 1h40, c'est ce que je voulais. Oui. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci, toi aussi. Les amis, merci pour tout, merci pour votre force et on espère vous retrouver très prochainement. Surtout que après Matardi, on s'attaque à Triple H où là c'est On arrive au climax, les amis, là c'est de la saison 1. de la saison. C'est pas la fin des couloirs Non, du mais catch. le climax de la saison. Exactement. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao!